Alors, bonsoir. Bien heureux de vous voir en grand nombre comme ça. Bien heureux de vous voir pour cette projection-discussion de la Charte des distractions. C'est un documentaire qui a été produit par 3 médias indépendants, dont un média dont je fais partie. 99% médias, que vous connaissez peut-être. C'est un média qui existe, qui a été formé à Occupons Montréal. On a la chance ce soir d'être en live stream sur 99media.org. Donc, vous avez notre ami Simon juste ici qui assume la job du live stream pour que nos échanges et nos débats puissent en tant que tels être vus par ceux qui ont pu se déplacer ce soir. Il y a derrière le film aussi, il y a les Alters citoyens, qui est un média indépendant, un média citoyen alternatif, le nom dit, depuis 2007. Si 99 médias, c'est depuis 2011, les Alters sont encore plus vieux, quoique ils sont très très jeunes dans leur cœur. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de représentants ce soir des Alters citoyens, mais on a communiqué ensemble juste avant la projection, puis ils nous envoyaient de bons mots pour ce soir, pour cette projection. Moi, je représente le groupe GAPA, qui est un groupe qui a été fondé durant le printemps 2012. Et puis, je pensais que c'était important de prendre 2 petites secondes pour vous expliquer un peu notre approche en tant que média indépendant, en tant que média citoyen puis alternatif. Évidemment, on n'est pas TVA, on n'est pas Radio-Canada, on n'a pas le même genre de contact avec notre public aussi. Comme vous le voyez, on est des médias de proximité. On est des médias qui, depuis des années souvent, suivons les groupes citoyens, les mouvements sociaux. On les accompagne, on essaie de leur donner une voix qu'ils n'ont pas souvent en tant que telle. Puis on essaie en tant que tel de porter leur message. Évidemment, les médias citoyens, c'est des médias engageants. Les médias citoyens, c'est des médias qui ont certains biais. TVA, Radio-Canada, n'importe quel média, ont des biais aussi. Les nôtres sont clairs, ils sont affirmés. Pour les Alters, pour 99% médias, pour GAPA, le biais principal, c'est un biais de justice sociale. Le film que vous allez voir ce soir, La Charte des distractions, on s'entend que le titre l'annonce déjà. Il y a un biais, il y a un engagement derrière ça. Il y a une volonté d'accompagner certains mouvements, certaines personnes qui, en tant que telles, ont senti le besoin d'exprimer une certaine détresse dans ce débat-là autour du projet de loi 60 du gouvernement. Évidemment, on est des médias de proximité, je disais, ce qui rend possible un dialogue que les médias traditionnels ne peuvent pas vous offrir. Donc, ce soir aussi, la projection va être suivie d'une période de discussion, d'échange, un dialogue. Vous avez la chance en ce moment d'avoir dans la salle des intervenants du documentaire avec qui à qui vous pourrez adresser vos questions. Moi, j'agirai à titre de modérateur, même si, comme vous le sentez, si je suis en avant puis je vous dis que je fais partie de l'équipe de production, j'ai un certain biais moi-même aussi. Mais j'essaierai d'animer la discussion de la manière la plus respectueuse possible. J'espère que ce sera réciproque. Donc, je vous souhaite une bonne projection. On va partir le film tout de suite. Je vous expliquerai le déroulement de la discussion tout de suite après la projection. Donc, bon cinéma. Merci de votre attention. Avant qu'on commence la période de discussion, j'aimerais juste souligner 2-3 trucs. La première chose, évidemment, ce film-là a été fait avec 3 trombones, puis, mettons, beaucoup de bonne volonté. Il y a un petit pot là, pour les contributions volontaires et les affiches.
si vous souhaitez donner, pour qu'on puisse, en tant que tel, faire circuler le film, un de nos plans, c'est de se promener. On a déjà plusieurs dates de projection prévues, pas juste ici à Montréal, mais à Sherbrooke, à Québec, mais aussi en région, à Lavaltrie, par exemple. Yes, Lavaltrie Power. Yes. Donc, on a déjà quelques dates. Il y a des dates qui vont se rajouter, puis évidemment, promener ce film-là, ça coûte un peu d'argent, puis on est loin d'être, de baigner dans l'oseille, comme on dit. Le film a été fait avec 3 000 $ qu'on a réussi à aller chercher avec une campagne de sociofinancement sur le web. Seuls des dons individuels ont été acceptés. Donc, si vous souhaitez, là, il y a un petit pot pour les contributions volontaires. Vous pouvez vous prendre une affiche si vous le souhaitez aussi. En tant que tel, c'est un produit unique. Hein. C'est une première. 3 médias indépendants qui se réunissent pour produire un film de manière complètement indépendante, puis le faire circuler ainsi. Deuxième chose, on est notre propre réseau de distribution. Donc, l'équipe en ce moment qui travaille sur la distribution du film, c'est la même qui a fait la production du film, c'est la même qui a fait la pré-production du film, c'est la même équipe, une petite équipe qui se donne beaucoup. Et le film en ce moment est disponible gratuitement en ligne. C'est sous licence Creative Commons, donc c'est sous licence libre de droit. Vous pouvez le retrouver sur chartedesdistractions.com ou vous pouvez tout simplement googler Charte des distractions sur Internet. Si vous avez apprécié le film, vous pouvez le faire circuler dans vos réseaux, en parler, en discuter avec des amis, votre famille, etc., pour lui donner un certain rayonnement. Comme je viens de l'énoncer, on est notre propre réseau de distribution. Donc, comment on pensait organiser la discussion, c'est assez simple. On a quelques intervenants présents. J'inviterai peut-être les intervenants à monter sur scène. On a 2 micros. Ouais, c'est ça. Il y en a un pour les questions. Puis moi, oui, viens, Maryse. Oui? Non. Je pensais à toi, Maryse. Donc, je vous présente 3 intervenants du film que vous venez de voir. Vous avez ici Maryse Potvin, qui est chercheur en éducation. Puis vous avez ici Rémi Bourget, avocat, qui intervient dans le film. Vous avez Adi Kadegri, en tant que tel, qui est professeur de sciences politiques au Cégep, puis qui est d'origine... Oui, c'est ça, Maisonneuve, c'est ça? Maisonneuve, exactement. Et puis, ils sont là pour répondre à vos questions. Moi, je suis là aussi pour modérer, mais aussi je peux prendre vos questions sur le film, la production, puis le caractère éditorial du film. Comme vous l'avez vu, il y a quand même une ligne éditoriale dans le film. Là. Donc, je suis prêt à répondre à ces questions-là pour vous, puis répondre en tant que tel, porter la voix des différents médias indépendants. Si jamais vous sentez le besoin d'intervenir, ce serait le temps. Oui. Vous pouvez sans doute énoncer votre nom, poser votre question. Moi, je m'appelle Francis, je travaille dans le milieu de l'éducation, je suis enseignant au secondaire. Et puis, je me fais souvent poser la question par mes élèves. J'enseigne à l'école Saint-Luc, qui est une école très, très multiethnique à Montréal. Et je me fais souvent poser la question par mes élèves, Monsieur, est-ce que ça va passer ce projet de loi-là? Mes élèves sont très nerveux, très concernés. Ils ont 14 et 15 ans surtout. Donc, moi qui ne suis pas très versé en tout ce qui est juridique, j'ai un peu de difficulté à la répondre. Mais j'ai comme intuition que, étant donné que les tribunaux canadiens chapeautent ceux qui sont au Québec, si je ne me trompe pas, que ça risque pas de passer. Donc j'essaie de les rassurer, mais en même temps, je suis un peu dans l'incertitude moi-même. Donc ma question serait plus pour M. Bourget, mais pour toutes vous autres aussi. Est-ce que vous avez l'intuition, vous aussi, que c'est quelque chose qui sera certes probablement invalidé si jamais ça passe, si c'est entériné par l'Assemblée nationale éventuellement? Merci. Merci. J'allais quand même essayer de me garrocher sur le micro pour répondre le premier. Mais
Mais vous savez, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer, là. La première, c'est l'ajout politique qui sous-tend le débat et l'adoption de ce projet de loi-là. Et à ce titre-là, le film est très bien nommé, La Charte des distractions. Plusieurs personnes l'ont déjà énoncé, mais c'est essentiellement la création de ce qu'on appelle un wedge issue pour essayer de polariser le vote et aller chercher un certain pourcentage suffisant pour créer un gouvernement majoritaire. Maintenant, c'est évident que ce projet de loi-là ne sera pas adopté. On a vu qu'avec le déclenchement des élections, même les commissions parlementaires vont être annulées. Donc, la plupart des intervenants, je ne dirais pas les plus crédibles, là, mais les intervenants organisés, les représentants des principales communautés touchées, des organismes comme Québec inclusif, on ne sera pas entendu en commission parlementaire. Et est-ce que le Parti québécois, si jamais, et je ne le souhaite vraiment pas, mais si jamais il revenait au pouvoir avec un gouvernement majoritaire, est-ce qu'il irait de l'avant avec un projet aussi radical? Je ne crois pas, parce que je crois que le but, c'était de remporter une élection. Mais bon, maintenant, si ce projet-là était adopté dans sa forme actuelle, dans un autre gouvernement, moi, quand j'ai lu le projet de loi, la première chose que j'ai vérifiée dedans, c'est est-ce qu'il y a un recours à la clause non-obstant? OK? Et là, je ne veux pas parler en langage trop complexe, puis vous me direz si jamais je dois expliquer, si je dois vulgariser un peu plus dans mes explications. Mais vous savez, de la même façon que les citoyens doivent respecter la loi, les lois, elles, doivent respecter la Constitution, qui est en quelque sorte la loi des lois. Donc, et les chartes des droits font partie, dans nos démocraties libérales, là, de l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, il y a la charte canadienne qui est de portée constitutionnelle et la charte québécoise qui est de portée quasi-constitutionnelle. S'il n'y a pas de recours à la clause non-obstant, et il n'y en a pas là, dans le projet de loi, pour être clair, il y a vraiment très, très peu de chances qu'un tribunal conserve cette loi-là. Je crois, et là-dessus, comme je le mentionnais dans le film, j'ai vu c'était quoi quand la communauté juridique était divisée. Dans le cadre de la loi spéciale de Jean Charest, la communauté juridique était très, très divisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun droit qui est absolu. Puis les droits qui sont protégés, même les droits fondamentaux qui sont protégés dans nos chartes, ne le sont pas de façon absolue. Mais pour justifier une atteinte ou une violation à ces droits-là, ce qu'on doit faire, c'est prouver que l'atteinte est justifiée. Alors, la première chose, il faut montrer qu'il y a un objectif qui est réel et urgent pour porter atteinte à ces droits-là. Dans le cadre du printemps érable, eh bien, l'objectif était quand même assez évident avec les manifestations qui avaient lieu à tous les jours, avec les perturbations réelles ou alléguées là, sur l'économie de la ville et bon, la violence dans les rues, etc., etc. Dans le cadre de la présente charte des valeurs, eh bien, elle est où la justification? On va commencer par la justification d'un objectif réel et urgent. L'égalité homme-femme est déjà protégée par nos chartes. La neutralité de l'État, c'est la même chose. Ça fait partie de la liberté de conscience et de religion qui est garantie par les chartes. Mais même si le gouvernement réussissait à prouver qu'il y avait un objectif, eh bien, par la suite, il devra montrer qu'il a utilisé la façon la moins attentatoire aux droits et libertés pour atteindre cet objectif-là. Et c'est sûr que ça ne passerait pas, parce que cette charte-là ne s'applique pas qu'aux fonctionnaires, ça s'applique aussi à tout le secteur parapublic, ça s'applique à toutes les entreprises qui reçoivent des subventions de l'État ou qui font affaire avec l'État. Alors là, on parle vraiment d'une vision de l'État qui est tentaculaire. Et moi, à mon sens, je n'ai pas peur de l'affirmer, je suis certain qu'un tribunal viendrait invalider cette loi-là. Et je vous dirais que les juristes qui ont soutenu la position inverse sont très peu nombreux. Et malheureusement pour eux, ont perdu beaucoup de crédibilité dans leur prise de position. Désolé, j'ai parlé comme un fleuve. C'est parfait. Je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut regarder. D'abord, les effets de cette charte. C'est-à-dire que même des lois, si ça passe pas, ça n'a pas autant d'effets. Parce que dans le cas de ce qui se passait pendant la grève, on a vu qu'ils ont fait des lois. Mais le fait que les citoyens ils ont eu confiance en eux et qu'ils sont mobilisés ensemble, ils ont mis vraiment la loi de côté. Et même chose, il y a des lois qui existent au Canada qui sont comme de la lettre morte, ça veut dire qu'on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que c'est le rapport politique qui est différent. Maintenant, si la loi, ça passait ou ça ne passait pas, les effets qu'ils ont voulu faire, malheureusement, ils sont concrets.
Et moi, ce que aussi je vois avec nos élèves, c'est vraiment la réponse qu'on essaie de formuler pour dire que les citoyens, ils doivent se conscientiser, ils doivent, au lieu d'avoir peur de l'autre, ils devraient aller encore plus. C'est vraiment la meilleure réponse. Et comme je dis, moi, comme ce soir, je trouve encore doublement touchant ce documentaire à Hochelaga Maisonneuve sur le quartier qui est le père fondateur, comme certains autres quartiers de Montréal, des travailleurs et travailleuses, et même à certaines époques, des paysans ici qui ont fondé ce pays. Et ceux qui ont voit des gros défis, c'est toute la richesse de Montréal ou du reste du Canada, c'est fondé par ces gens-là. Et comment ils vivent dans la pauvreté. Moi, comme je dis, j'enseigne juste pas loin d'ici, la majorité de nos étudiants et étudiantes, ils travaillent 30 heures, 40 heures pour arriver à leurs études. Je trouve que c'est scandaleux. Et dans ce sens-là, comme il y a en même temps qu'on essaie de distraire ces gens-là et on essaie de les mobiliser au nom du nationalisme ou certaines autres phénomènes présentement comme par le sport, c'est vraiment, il y a un travail qui se fait d'une classe sociale par leur démagogue, par leur intellectuel. Et nous, c'est notre travail de faire l'inverse. Mais comme je dis, la loi, ça passe pas, ça n'a pas autant d'impact que ce qui se passe dans la société. Si on est en train de faire quelque chose et qu'on est capable de contrebalancer ce discours, ça peut être beaucoup plus intéressant. Sinon, l'inverse, ça peut être malheureusement beaucoup plus catastrophique. Ailleurs sur la planète, on a fait ces genres d'essais et les résultats après quelques années, comme j'ai dit, graduellement, et je peux donner l'exemple de plusieurs pays, on peut donner le Liban, on peut parler du Pakistan aujourd'hui, qui en dernière 30 ans, il a vraiment régressé. Et aujourd'hui, un pays au bord de faillite. Chaque jour, il y a plusieurs centaines de morts. Et l'intégrisme, qui était un phénomène très inexistant, aujourd'hui, il est en train de vraiment noyer tout le monde. Tout le monde, comme j'ai dit, tous les groupes, que ce soit confessionnels ou linguistiques. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur ça et ils ont bien réussi. La population est embarquée. Et si on ne veut pas reproduire les mêmes choses, juste au niveau des citoyens qu'il faut travailler et aller d'ici et ailleurs à l'extérieur de Montréal, justement mobiliser des gens et de faire vraiment démontrer tout ce qui est fait au niveau démagogique. Est-ce que je peux passer un petit commentaire en passant à une autre question? Je trouve ça intéressant, votre question, parce qu'en plus, au-delà de l'adoption juridique, est-ce que ça va passer ou pas? Parce que je pense que moi, je suis d'accord avec l'analyse qui est faite dans le film et celle de Rémi, c'est-à-dire c'est une distraction et puis c'était pour aller, c'est une stratégie électoraliste et je pense que ça va faire banqueroute. De toute façon, il n'y a aucune institution scolaire ou à peu près, aucune institution universitaire qui veut appliquer cette charte-là. Donc, il va y avoir des refus, des résistances et peut-être même des poursuites juridiques. Donc, on va perdre collectivement tout notre argent à défendre quelque chose qu'on ne veut pas de toute façon. C'est ça. Deuxièmement, votre question est intéressante parce que ça montre comment les gens dans les milieux pratiques, notamment en milieu scolaire, sont démunis par rapport et comment ça a divisé la population. Parce que, et quand il y a des dérapages, ben, enfin, c'est pas un dérapage, mais quand il y a des débats publics qui se cristallisent, qui se tendent comme ça a des impacts même au niveau des enfants. Moi, je me souviens de l'affaire du Doc Mayou, parce qu'ayant beaucoup travaillé sur les questions de racisme en particulier, il y avait des parents qui avaient écrit, après son passage à Tout le monde en parle, quand il disait que le QI des Noirs et des Autochtones était inférieur et qu'il y avait des études qui montraient ça. Il y avait des enfants qui étaient revenus de l'école et qui avaient dit à leurs parents, est-ce que c'est vrai, maman, qu'on est moins intelligent que les autres? Alors, l'impact du débat, et ça, Cécile Rousseau en parle, mais d'une façon absolument hallucinante, je trouve, dans votre film. Donc, félicitations. Elle montre à quel point ça a un impact psychologique sur les rapports intercommunautaires, intergroupes, à l'école, dans le milieu de travail, et c'est là-dessus qu'il faut aussi travailler après en termes de formation et d'éducation.
Et c'est désastreux ce qui est en train de se passer, je trouve, dans différents milieux. Et vous avez mis le doigt dessus. Est-ce que ça va être les inquiétudes que ça crée chez les enfants, chez les adolescents ou chez les professionnels dans plusieurs secteurs, notamment les professionnels de l'éducation? Et même comme enseignant, moi je forme des futurs enseignants pour travailler sur les questions d'accommodement raisonnable. Est-ce que ça, c'est une vraie demande d'accommodement? Est-ce que ça n'est pas une vraie? Est-ce que c'est une vraie discrimination? Et en principe, on en a parlé dans le film, un accommodement raisonnable doit corriger une discrimination. C'est pas n'importe quoi qui est accepté. Donc, il ne faut pas que ça brime les droits d'autrui, il ne faut pas que ça ait une atteinte à la sécurité d'autrui. Dans le débat actuel, qu'une madame porte son hijab ou pas, en quoi ça détruit les droits? En quoi ça porte atteinte à la sécurité? Donc, les balises en matière d'accommodement raisonnable étaient très bien, étaient très claires, sont très, très claires et étaient très, très bien appliquées par les milieux scolaires, qui commencent d'ailleurs à comprendre de plus en plus, mais la charte vient créer des confusions, parce qu'ils ne savent plus si il faut qu'ils appliquent les règles d'accommodement comme ça a été décrit dans les balises qui existent. Là, on ne sait plus, est-ce que ça va être ces balises-là qui vont être encore appliquées ou ça va être d'autres choses? En tout cas, ça crée une extrême confusion. Alors, c'était juste un petit mot pour ajouter à ce qui a été dit avec intelligence déjà, mais voilà. Ah, merci. Merci pour les questions et les réponses. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions à adresser, soit aux intervenants, soit au sujet du film en tant que tel? Oui, ça peut être un commentaire aussi. Je ne veux pas le dire comme conclusion du tout, là, parce que ça commence, mais je voulais vraiment dire parce que je voulais vous remercier, en fait, de remercier tout le monde qui a pris la parole, puis les trois médias indépendants qui ont décidé de faire ce film-là. Ça fait vraiment du bien de voir quelque chose d'aussi intelligent poussé dans le cadre de ce débat-là, parce que justement, on a été vraiment submergé de mauvaise foi et puis de bêtises, je pense qu'il faut le dire aussi. Puis on voit, en tout cas, je suis la conjointe d'Adi, puis je vois aussi avec ma belle famille les effets sur justement les gens qui peuvent être identifiés comme musulmans. Il y a vraiment un effet dans la société. Il faut vraiment être conscient de ça. Des fois, si on est blanc, on s'en rend pas compte, mais je veux dire, il y a comme peut-être un racisme qui était plus latent ou qui se gardait une petite gêne, qui se la garde moins. Puis je trouve que c'est très, très important que ce documentaire-là soit diffusé puis existe. Puis en fait, c'est ça, je voulais vous dire merci. Merci. Merci du commentaire, là, ça fait chaud au cœur, vraiment. On est des médias indépendants, ça veut dire qu'on est du monde comme vous autres. Là, puis qu'on a développé une certaine expertise. Il y a des militants qui sont sur le terrain, qui font différents jobs. Nous autres, on travaille à un autre niveau, derrière la caméra, derrière les médias sociaux, puis on essaie d'accompagner les mouvements militants. Tu parlais d'une certaine détresse ou d'un malaise, qui n'est pas le malaise dont parle précisément M. Drainville. Nous, on l'a beaucoup senti quand on a fait ces entrevues-là. Et on le sent encore, je dois dire. C'est très courageux de prendre la parole sur ce débat-là en ce moment. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage pour essayer d'ouvrir un dialogue aussi, d'essayer de discuter de ces questions-là sans s'entretuer, sans s'entre-déchirer, même si on n'est pas d'accord. Au lendemain de la prochaine campagne électorale, quoi qu'il arrive, est-ce que la charte va passer, va être appliquée ou pas, contestée? Est-ce qu'on va continuer de vivre ensemble? Puis je pense que c'est ce qu'on a décidé de mettre au cœur du film. Évidemment, comme je vous le disais dès le départ, hein, on a des biais, il y a une ligne éditoriale, mais ça prend beaucoup de courage. Puis je pense qu'on souhaite porter ce film-là pour qu'on puisse, nous, comme société civile, comme citoyens, comme citoyennes, se réapproprier ce débat-là en se regardant en face, avec nos désaccords. C'est important des désaccords dans une démocratie. Par contre,
Tu sais, ça demande un minimum de respect, c'est évident. Ça prend du courage, il faut briser le tabou. À la première au cinéma du Parc, qui a eu lieu samedi dernier, il y avait 250 personnes. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés pour dire on n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec le propos du film, ou on est tout à fait d'accord avec le propos du film, mais on est content de pouvoir enfin parler de ces choses-là. On est content de pouvoir briser le tabou. T'sais, on est content que le film joue, puis après, ben, on peut en parler ensemble autour du film. Regarder l'argumentaire qui est donné, puis ben, si on est en désaccord, dire pourquoi. C'est super important. Puis ce tabou-là, on le sent. Il y a plusieurs des intervenants qui l'évoquent dans le film, mais il y avait plusieurs des personnes du public qui l'évoquaient à cette première-là, puis qui l'évoquent sur les médias sociaux. Puis nous, ben, on le sent bien comme médias indépendants, comme médias citoyens, parce que sur les médias sociaux, on reçoit beaucoup de commentaires chaleureux, mais on reçoit aussi beaucoup d'autres genres de commentaires qui sont très durs, parfois diffamatoires. C'est un débat qui n'est pas facile, mais on n'a pas le choix d'avoir. Il faut apprendre à vivre ensemble. À propos du malaise, justement, puis je pense que le malaise de 2007-2008, la crise d'accommodement raisonnable, c'est légitime que les gens se posent des questions sur leur société, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, etc. Ça, c'est un débat qui est légitime. Là-dessus, on s'entend que les gens peuvent légitimement se poser des questions. Mais pour répondre au malaise, au lieu de faire une meilleure formation dans les milieux, puis mettre l'argent en éducation pour qu'on comprenne mieux c'est quoi les accommodements raisonnables ou c'est quoi le pluralisme dans notre société, etc. Mettre vraiment de l'argent dans une meilleure compréhension des phénomènes de société, mais l'argent a été mis sur la charte, qui est une réponse qui dit non, qui est de comment je peux dire, de la répression, finalement, qui est une forme d'interdiction, de non-lieu, de violation plutôt de liberté d'expression et de conscience. Donc, l'argent, la réponse n'a peut-être pas été... Pour répondre à un malaise, il y a toutes sortes de façons d'y répondre. Est-ce que c'est la meilleure façon que le ministre Drainville a trouvée? Je ne pense pas. Ouais, bien, pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais, Marie, je pense, imaginez s'il avait pris le 2 millions de la campagne de propagande là, qu'on a toutes reçu par la poste. Là, vous savez, c'est ça qu'on a toutes payé aussi. Hein, qu'on a reçu, on voyait des personnes sans visage, avec un symbole religieux ostentatoire. Et moi, c'est le fait qu'ils n'aient pas de visage, ces personnes-là, qui m'a le plus marqué, hein, comme si on effaçait complètement leur identité et leur diversité, ce qui est un peu l'effet d'ailleurs de la charte si elle devait être adoptée. Mais imaginez si on avait mis ces sommes-là pour faire de l'éducation populaire sur les concepts d'accommodement raisonnable. Parce que je crois, et c'est mentionné dans le film aussi, qu'il ne faut pas banaliser le fait qu'une grande proportion de Québécois s'imaginent à tort qu'ils sont menacés dans leurs acquis en termes de liberté et d'égalité par des accommodements qui sont accordés. Et dès le début, c'est quelque chose qu'on a dénoncé, notamment dans le manifeste pour un Québec inclusif, en disant que la caricature des accommodements raisonnables qui avait été faite, notamment dans les médias de Québécois, était reprise à son compte par le ministre Drainville, quand il donnait des exemples complètement surréalistes des vitres du YMCA ou de la cabane à sucre. Ça n'a pas rapport, là, je m'excuse, mais on est à 1000 lieues d'un accommodement raisonnable. Et comme tu disais, Maryse, dans un accommodement, il faut d'abord démontrer qu'il y a une discrimination, qu'il y a une atteinte à l'égalité. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment dérangeant. Je voulais faire du pouce aussi sur ce qui avait été dit un peu plus tôt dans la salle. Puis d'abord, en profiter aussi pour féliciter les artisans de ce film-là. Vraiment, là, c'est un travail exceptionnel qui a été fait. Puis je te regarde parce que tu es là, Oli, mais c'est toutes les autres aussi. Vraiment, c'est un travail exceptionnel, hyper professionnel qui a été fait et qui est un contrepoids nécessaire quand on regarde la force des acteurs qui sont de l'autre côté. Et je parlais de la propagande, de la campagne de propagande du PQ à 2 millions.
mais ça fait 10 ans qu'il y a une job de bras qui se fait sur les concepts d'accommodement raisonnable, puis sur les chartes des droits, dans de très grands médias, très puissants, avec des liens très étroits avec le pouvoir politique en place, et donc probablement le président va assurément, presque assurément, être candidat aux élections pour le Parti québécois, après avoir fait voter une loi pour se faire donner un colisée à l'abri de toute poursuite. Et s'être fait nommer comme président du CA d'Hydro-Québec, c'est quand même assez surréaliste ce qui est en train de se passer au Québec. Et finalement, pour parler du climat social actuel au Québec, vous savez, moi, ça m'enrage de lire ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, de lire ce qu'on voit dans les médias, écrits même. Et puis j'aimerais souligner la présence dans la salle d'une de mes amies, Nour Farah, qui est assise juste ici, qui est une jeune Québécoise de confession musulmane et qui, ma foi, subit le déversement de fiel puis de haine de façon quasi quotidienne sur Twitter puis sur Facebook. Une fois de temps en temps, quand j'ai le temps, je vais l'aider un peu. T'sais. Je vous invite à la suivre et à le faire aussi parce que vraiment, ce qu'on voit, c'est dégueulasse. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas au Québec. Pourquoi? Ils existaient, ces xénophobes-là, mais ils étaient conscients que leur discours n'était pas toléré, que ce discours-là était perçu comme inacceptable dans une société libre. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Depuis quelque temps, il y a quelque chose de changé, et je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais selon moi, c'est évident que la raison pourquoi ça a changé, c'est qu'ils voient que l'exemple vient d'en haut, il vient du ministre, il vient des médias, il vient de certains intellectuels respectés, les Mathieu Bock-Côté et autres. Quoique j'ai dit respecter, donc j'aurais peut-être pas dû parler de Mathieu Bock-Côté, mais ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire, Nour, je te salue, puis lâchez pas. On a besoin de toi, de tes sœurs, puis tout ça, puis vous faites quelque chose d'important. Puis s'ils réagissent si fortement, les identitaires de l'autre côté, c'est peut-être parce qu'ils ont peur, puis peut-être parce qu'ils sont conscients que c'est leur dernière chance à cause de la démographie, à cause qu'ils sont la plupart du temps très âgés ou sinon des jeunes vieux. Et c'est probablement pour ça qu'ils sont si agressifs. Alors il faut garder le cap, lâchez pas. Une question, mais si tu veux. Eh ben oui, j'ai une question. Là. C'est sûr que ce film-là, comment je dirais, il va partout. Là. Là, j'espère que vous ne trouverez pas que ma question a comme pas rapport, mais c'est juste une autre. C'est par rapport par rapport à l'idée de la charte de distraction. C'est plus dans l'aspect stratégie politique, un peu. Là. C'est bien intéressant tout ce qu'on parle, mais je suis comme curieux là-dessus, de savoir, il y a à peu près même pas 2 semaines, quand le PQ a annoncé le pétrole dans l'Anticosti, est-ce que vous pensez que cette charte-là vient comme nous bousiller toute notre attention pour qu'en dessous, il nous en passe une coupe? Puis si ça avait été, si le film avait été fait avant ou pendant cette annonce-là, est-ce que vous l'auriez intégré? Est-ce que vous voyez où je veux en venir de toute façon, j'imagine? Fait que, c'est ça, c'est comme, pendant qu'il y a des trucs énormes de même, là, on chamaille. En tout cas, vous le dites mieux que moi, t'sais. Fait que c'est ça ma question, tu sais, c'est alentour de ça. Fait que... Je pense que une très très bonne question, et on avait discuté aussi après la première projection, avant la première, ça publique. Mais je pense qu'on ne voulait pas mettre non plus trop. Juste, ça veut dire juste donner une piste d'ouverture aux gens, après ça réfléchir. Maintenant, vous venez de dire certaines choses qui peuvent nous toucher au niveau environnemental, mais il y a des choses encore beaucoup plus concrètes. Que juste, il y a 135 000 familles à Montréal qui ne mangent pas leur pain. C'est pas moi qui l'ai dit, il y a des études des Radio-Canada qui ont cité il y a, je pense, un mois. Quand il y a 135 000 familles qui ne mangent pas leur pain sur une population de 1 million, c'est un méchant problème. Comme je dis,
Les conséquences, on le voit partout. Autant à l'école, les enfants, quand ils viennent étudier, quand il n'y a pas mangé. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enjeux. Mais une fois que c'est fait une petite partie, on peut faire chacun pour faire une part des choses. Et encore là, des choses sont beaucoup plus inquiétantes. Ça veut dire que moi, comme je suis un féministe, je suis pour les droits des travailleurs et pour l'intégration des gens. Ça fait 19 ans que je suis ici et grâce à certaines ouvertures qui m'avaient fourni justement les réseaux d'éducation pour les nouveaux arrivants, qui m'avaient permis d'avoir les contacts avec des gens des civites blancs. Ça m'avait permis justement de connaître ces gens-là et sortir de mon réseau communautaire. S'il n'y avait pas cette ouverture, je n'aurais pas pu avoir l'occasion de connaître des gens et aussi d'étudier et faire ma part aujourd'hui pour la société ici. Et maintenant, ce qu'on fait, tout le travail qu'on faisait auprès des communautés, pour les droits des femmes, pour l'intégration, pour d'autres choses, on est en train de les anéantir. D'un part, comme je dis ici, quand je disais à ma famille, aux autres femmes, en plus, ceux qui sont trompeuses, la majorité des femmes qui subissent la soumission et même la violence allant de mariage forcé ou d'autres choses, ils ne portent pas des voiles. Et je les connais, comme je disais, très proches, je trouve extrêmement grave comme on met vraiment la question, ce qui, comme disaient certains intervenants, sur le visible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne paraissent pas du tout musulmans ou avec le voile, parce qu'ils sont très bien maquillés, ouverts, et ils subissent des choses sur lesquelles on doit travailler, avec qui on doit travailler, mais au lieu de faire ça, on essaye de vraiment détourner le débat et amener autre chose. Et encore là, même si c'était le cas, ça veut dire que si, quand je vois quelqu'un dans la détresse ou quelqu'un qui est victime de quelque chose, je dois travailler avec. Je dois travailler avec et non victimiser encore plus, d'enlever ses libertés ou de ses droits. Tout ce qui peut le permettre à s'intégrer et trouver éventuellement les moyens de s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de choses, mais comme tu dis, un part, le film, le documentaire va faire, il y a d'autres choses, des gens qui doivent faire, mais absolument l'accent doit être mis sur la communication et briser le corps de l'autre, ce qui a essayé d'inculquer le gouvernement pour certains intérêts. Je pense pas qu'il y ait une théorie. Faut pas avoir de, comme tu disais, je pense que c'est toi, Rémi, dans le film, la théorie du complot. Je sais pas à quel point c'est une stratégie ficelée, de façon hyper précise, au point où on va leur faire oublier tout ce qu'on veut pas dire, ce qu'on veut pas débattre, mais qui sont les vrais enjeux de société, notamment la question environnementale, qui est la question de où on va mettre notre argent collectivement comme société dans le développement énergétique. Est-ce qu'on veut un développement énergétique vert et on veut des autos électriques ou on veut développer le pétrole puis mettre tout notre argent dans les trucs polluants qui détruisent la planète? Bon, on est quand même dans un virage, un moment décisionnel extrêmement important. Au lieu de parler de ça et des vrais enjeux de société, et des vraies inégalités sociales qui se jouent au quotidien. Bon, entre autres, comme tu as mentionné, on trouve un bouc émissaire à travers des symboles et on s'attaque à un bouc émissaire qui est une construction quasiment imaginaire d'une menace dans un contexte de mondialisation, etc. T'sais. Donc, pour moi, c'est vraiment une distraction et il y a des trucs pas mal plus importants. Mais peut-être pour revenir juste sur un aspect qui a été mentionné aussi beaucoup dans le film, c'est la banalisation du racisme. C'est-à-dire, quand on ouvre un débat comme ça, c'est qu'on ouvre à toutes sortes de dérapages. Et on l'a vu, ça a commencé, moi je dis, en 2007. Et tu as raison de dire que maintenant, c'est pire les dérapages et ce qu'on entend sur les blogs, les menaces de mort que vous avez reçues, bon, etc., parce que c'est devenu un enjeu politique. Ce qui était beaucoup moins le cas en 2007, lors de la crise de l'accommodement raisonnable. Oui, c'est devenu un enjeu politique parce qu'il y avait une campagne électorale à l'époque, puis la stratégie de Charest, ça a été de faire une commission d'enquête, la commission Bouchard-Taylor, pour essayer de balayer le morceau vers une commission d'enquête qui allait faire son travail. Donc, pour évacuer de la scène de la campagne électorale cet enjeu-là, ils ont créé la commission Bouchard-Taylor. Ce que le PQ n'a pas fait, il fait l'inverse.
C'est-à-dire qu'il ramène cet enjeu-là comme un enjeu politique central, identitaire, de souveraineté, de projet de société, etc., etc. Et là, les gens se permettent non seulement de déraper dans les lignes ouvertes, dans les médias, les journalistes aussi dérapaient beaucoup à l'époque. Là, c'est plus juste dérapage, ça devient, on le dit dans le film aussi, ça devient des positions politiques très campées, très tendues. Et donc, ça s'est cristallisé, autrement dit. Je pense que le discours, la banalisation du racisme, dans l'ouverture du débat, ça s'est durci, moi, je pense, par rapport à ce qui s'est passé en 2017. Oui, ben, j'endosserais pas mal tout ce qui a été dit. Peut-être que je rajouterais une chose, par exemple. Il ne faut jamais oublier la pluralité des motifs puis des mobiles de toute organisation sociale, puis le contexte complexe dans lequel toute organisation sociale évolue. Maintenant, on n'a pas la preuve, comme en 2012, qu'on a affaire à une stratégie de distraction organisée, planifiée à l'avance au niveau d'une campagne électorale. En 2012, il y avait un PowerPoint qui avait leaké du Parti libéral, la démocratie ou la rue, thème de campagne. C'était clair, on avait ces documents-là. Dans ce cas-ci, on ne les a pas. Mais on ne peut pas oublier quand même s'il y a une complexité des motifs au Parti québécois, il y a une composante idéologique, mais ici, n'entendez pas le mot idéologique au sens péjoratif. Là. Je ne pense pas nécessairement à Staline quand je dis ça. Mais il y a une composante d'idées dans ce projet-là. Puis il y a des péquistes qui sont tout à fait sincères dans cette approche-là, qui, en tant que tels, sont emballés par le projet de charte. Moi, un de mes mentors en philosophie, je suis professeur de philosophie au cégep aussi, c'est un prof de Joliette, puis je l'ai vu comparaître à la commission, puis il a déclaré que le projet l'enthousiasmait complètement, puis je ne peux pas nier une seconde son honnêteté intellectuelle, son engagement là-dedans. Donc, il y a une composante idéologique, c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces organisations-là, les partis politiques, c'est quand même des machines à gagner les campagnes électorales. Il ne faut pas oublier non plus que chacun des mots qui se retrouvent dans les documents de ces partis-là, ou chacun des mots qui sont prononcés, souvent, peut-être pas chacun, mais les grandes lignes, sont étudiés, sont calculés. Je veux dire, nous, à GAPA, on n'est presque rien là, au Québec. Là. On a 2000 likes sur notre page Facebook. Mais on fait attention à ce qu'on publie, on y pense, on choisit notre vocabulaire, mais imaginez le Parti québécois. Donc, il y a une stratégie derrière. Puis, les partis politiques, même s'il y a du copinage avec le milieu des médias, surtout dans le cas du Parti québécois, comme le rappelait Rémi, la proximité avec Québécois, puis avec Pierre Carl. C'est clair, mais en même temps, c'est pas aussi direct que ça. C'est pas juste des caméras qui sont contrôlées par le Parti québécois, là, ou c'est pas le Parti québécois en tant que tel qui fait l'éditorial du Journal de Montréal directement. C'est complexe, ces situations-là. Mais il ne faut pas oublier que ces machines-là, c'est des machines à calculer, puis à gagner. Puis notre système repose sur une sorte de prémisse ou d'a priori que moi je trouve personnellement étrange, puis ici je parlais plus en mon nom, c'est la coïncidence entre cette game-là, où ce que tout est calculé, puis il pourrait faire autre chose, là. Il pourrait faire de la luge ou jouer au curling, là, avec des entraîneurs, des psychologues, des focus group, etc. Puis il y aurait... Mais il y aurait une coïncidence entre cette activité-là, compétitive, puis le bien commun. Moi, je suis pas sûr. J'ajouterais juste un petit truc à ce que vous avez dit. Premièrement, je crois que le Parti québécois savait pertinemment que les promesses qu'il avait faites en campagne électorale, il ne serait pas en mesure de les tenir. Et on a juste à citer 3 exemples. Le premier, dans les élections à date fixe. Deuxièmement, le gel des tarifs de garderie.
Et troisièmement, de débarrasser le Québec du pétrole, de la dépendance au pétrole. Et c'est pas des jeux. Ben oui, et la taxe santé, on peut en rajouter une quatrième. Ça, c'est 4 promesses du Parti québécois, là, grosses comme le bras, qui savaient très bien qu'ils ne seraient pas en mesure de tenir. Et moi, j'ai tendance à être peut-être un peu plus machiavélique dans mon raisonnement. C'est peut-être une déformation professionnelle, là, mais moi, je suis certain qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas en mesure de tenir ces promesses-là. Et à ce moment-là, quand tout le monde part à la chasse au foulard puis au turban, puis qu'on fait juste parler de ça, c'est super commode de ne pas avoir à se faire rappeler nos volte-face qui ont eu lieu seulement en quelques mois. Puis je pense que ça, c'est quand même assez impressionnant, parce qu'on s'attend tous à ce que les politiciens vont nous mentir ou qu'ils ne réussissent pas à tenir toutes leurs promesses, mais le Parti québécois, Ce qui est presque admirable dans une certaine façon, c'est qu'ils l'ont fait en dedans de 3, 4, 5 mois. Là, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule. Et c'est ça, c'est quand même assez surréaliste. Et pour moi, c'est pour ça que le titre du film est très, très bien choisi. Et moi, je crois, comme toi, Olivier, qu'il y a certains gens pour qui c'est une idéologie au sens noble du terme, dans le sens que c'est des idées dans lesquelles ils croient. Mais je crois que la vaste majorité, puis là, on n'a qu'à penser à des gens comme Jean-François Lisée, puis cette gang-là, eux, c'est de l'idéologie au sens critique, là, au sens d'Habermas, des philosophes critiques. On utilise l'égalité homme-femme comme idéologie, on utilise la laïcité comme idéologie, donc comme écran de fumée pour masquer les objectifs véritables. Parce que si c'était réellement la neutralité de l'État, l'objectif, pourquoi on s'attaquerait juste au symbole des religions minoritaires qui représentent un infime pourcentage de la population, en donnant des privilèges spéciaux à la religion de la majorité qui représente 80% de la population? S'il y a une religion qui a une chance d'influencer l'État et de le rendre moins neutre, c'est certainement pas la religion musulmane, mais c'est pas mal plus la religion catholique à 80%. Et on va plus loin, même dans l'article, on veut modifier l'article de la Charte québécoise qui permet de justifier une atteinte aux droits en rajoutant des références au patrimoine historique, culturel et toponymique du Québec, ce qui est complètement débile dans une Charte des droits et inusité partout dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est Jacques Beauchemin ou qui a écrit ça, mais ça, c'est quand même assez dérangeant. Et selon moi, il faut le dire et le débusquer l'idéologie qui vient nous masquer comme un écran de fumée les réels enjeux. Et je vous dirais, peu importe notre opinion sur l'exploitation du pétrole, sur les tarifs de garderie, tout ça, il faut avoir la lucidité de dire, écoutez, le PQ essaie de camoufler tout ça. Merci beaucoup. Deux réflexions. La première, si l'argument du complot électoraliste est vrai, ça nous rappelle juste que Montréal n'a aucun poids dans une élection provinciale. Parce que les comtés de la CAQ sont ailleurs et ces arguments-là, si la thèse du complot électoraliste est juste, ça montre juste que Montréal, peu importe ce qu'on vote, les comtés sont barrés. Si Québec solidaire avait tous les comtés, volait tous les comtés péquistes, probablement que le discours péquiste changerait pour essayer de regagner des comtés montréalais. L'autre commentaire, c'est le principal. Au-delà de la difficulté de ce débat-là, mon côté optimiste, et mettre un peu de lumière dans le débat, m'amène à penser que c'est peut-être le premier débat du Québec moderne où tout le monde est là. C'est plus juste comme la loi 101, les deux souches franco et les deux souches britanniques qui s'estinent. Tout le monde est là et tout le monde embarque avec son accent, avec son joual ou pas son joual, avec son apparence, avec son origine. Et on est peut-être maladroitement en train d'apprendre à faire un débat de société du Québec qui est le présent, là, qui n'est juste pas encore le Québec politique, mais qui est le Québec sociologique. Et ça, au travers de la difficulté, c'est ce que j'aime. J'aime écouter les nouvelles sur ce débat-là parce que je vois du monde à la TV qu'on ne voit jamais. Et je les vois s'estiner en joual. Et ça, c'est profond. Il faut espérer que le kit au double que le gouvernement joue, si la thèse électoraliste est bonne, va l'amener à se rappeler que Montréal, il n'y a peut-être pas beaucoup de comtés, mais Montréal, il y a beaucoup de votes pour un référendum. Parce que là, on devient tous un. On n'est plus des comtés. Il faut espérer qu'il y a un peu de sagesse et que le projet de loi disparaîtra s'ils sont majoritaires, puis qu'il y a un leadership positif qui va se reconstruire. Je pense que la machine... J'ai bien aimé dans le documentaire la fin où c'est la machine du prochain référendum qui est en marche. C'est de ça dont il est question. Est-ce que ça va être fait avec sagesse? La première étape, c'est un gouvernement majoritaire ou une coalition majoritaire qui va déclencher un référendum. Mais un coup que ça s'est fait, après, on rentre dans l'unité, on rentre dans le faire ensemble. Mais est-ce que là, le leadership va être là au rendez-vous?
il y a peut-être un peu d'apprenti sorcier dans tout ça, là. Je me croise les doigts en disant que la sagesse collective, à un moment donné, va gagner, puis qu'il y a un peu d'ingénierie politique maladroite pour qu'on arrive là, mais en espérant, comme Mme Rousseau, j'ai trouvé génial qu'elle soit dans votre documentaire parce qu'elle ramène le politique à la psychologie, aux gens, les faits. Malheureusement, les télés sont partout, puis le débat politique nous frappe dans notre quotidien. C'est pas juste des talking heads, comme ils disent en anglais aux États-Unis, qui s'astinent à la télé. Mais là, l'élection, elle s'en vient. Si je transformais mon commentaire en question, je lancerais ça. Vous allez voter pour qui? Il y a beaucoup de densité dans ce que tu as dit, parce que il y a beaucoup de contenu là, dans ce que tu viens de dire. Moi, si on revient aussi à cette idée électoraliste du départ, tu fais mention, on en a parlé tantôt, je pense qu'en forçant les partis politiques à se positionner de façon claire, c'est que le Parti québécois a réussi à dire, nous, notre position est claire, alors que ce n'est pas le cas de la CAQ, ce n'est pas le cas du Parti libéral, etc. Fait qu'ils ont comme forcé ils ont rebrassé les cartes à travers ça. Je pense que ça, c'est clair, que ça l'a comme éliminé, il essaie d'éliminer, autrement dit, les partis minoritaires, là, la CAQ, Québec solidaire, etc. Je pense que ça, c'est clair. L'autre aspect que tu as mentionné, dont je ne me souviens plus, parce qu'il y a trop d'affaires, c'est par rapport à ce que tu viens de dire sur qu'est-ce que vous allez voter, tout ça, je ne vais pas nécessairement dire pour qui je vais voter, mais ce que je peux dire, et ça, je pense que le film finit là-dessus, c'est que le Parti québécois a réussi quand même à se peinturer dans le coin, comme on dit, avec cette charte-là, et à s'aliéner une partie des souverainistes progressistes du Québec. C'est-à-dire des gens qui voyaient, et des néo-québécois, comme dit Rioran, qui voyaient, qui fondaient un certain espoir sur le projet de société que le Québec, peut-être souverain, peut représenter. Le Québec multiple, un nous inclusif, fondé sur des vraies valeurs de démocratie, de droits de la personne, défenseur des minorités, que ce soit les minorités homosexuelles ou ethniques, etc. Cette vision du Québec moderne, en transformation permanente autour d'un nous qui est toujours en débat et en recomposition à travers les identités multiples, ça vient de jeter un froid, en tout cas, sur les gens qui avaient un certain espoir dans ce nous inclusif et dans cette redéfinition, dans ce projet de Québec souverain. Moi, je pense qu'ils viennent de s'aliéner une partie de ces progressistes souverainistes, en tout cas, qui voyaient ce Québec-là en émergence. Oui, la question est super intéressante parce que je crois qu'elle touche sur la stratégie électoraliste. J'ai aucun doute que ce que tu viens de mentionner, c'est vrai. Je crois que le PQ sait très bien qu'à Montréal, les comtés, ceux qui vont aux libéraux, ça va aller aux libéraux. Ils savent qu'ils vont perdre peut-être 3-4 comtés à Montréal aux mains là, des libéraux puis de Québec solidaire, peut-être, mais qu'ils vont aller compenser ça en éliminant la CAQ de la couronne de Montréal. En prenant une position aussi tranchée sur un wedge issue, c'est certain que le but, c'est d'éliminer les tiers partis et de dire, regardez, l'opposition, ils ne savent pas, le PLQ ne sait même pas c'est quoi sa position, la CAQ, on ne sait même pas c'est quoi, mais si vous êtes pour la charte, il faut voter pour nous. Ça, c'est clair. Je crois, comme tu le mentionnes si bien, il y a une question de la distorsion du déficit démocratique qui est induit par la carte électorale. Le Parti québécois le connaît bien, ce déficit démocratique-là, il entend en profiter pour être élu majoritaire. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est dans un référendum où chaque personne vaut un vote, est-ce que ce sera une stratégie gagnante ou perdante? Et là, quand on voit des gens comme Jacques Parizeau, par exemple, venir critiquer cette charte-là, moi, je le dis en pesant mes mots, mais je ne suis pas certain que Jacques Parizeau trouve ça si terrible que ça, l'atteinte aux droits fondamentaux qui est contenue par la charte.
Mais par contre, je sais qu'il est très, très inquiet de l'influence que ça pourrait avoir sur deux choses. Sur d'abord le vote des néo-québécois dans le référendum et deuxièmement la reconnaissance internationale d'un Québec souverain. Parce que la question de respect des droits fondamentaux des minorités, ça en fait partie de la reconnaissance internationale. Et quand il y a des ténors souverainistes comme Jean Dorion, Lucien Bouchard, qui viennent critiquer cette charte-là, c'est sûr qu'eux, ils y pensent aussi à l'impact que ça pourrait avoir dans un éventuel référendum, cette question-là. Et il ne faut pas non plus jouer à l'autruche du côté du Parti québécois, parce que parmi les immigrants qui ont été accueillis au Québec, ceux qui étaient les plus francophones, les plus francophiles et les plus susceptibles d'appuyer ce projet d'indépendance nationale-là, c'est souvent les communautés d'Afrique du Nord et les communautés arabo-musulmanes, ceux-là même qui sont le plus visés et qui seront le plus durement touchés par ce projet-là. Alors, il y a quelque chose ici qui va être très dur à prévoir, mais je crois également que du côté des identitaires qui ont pris le contrôle là, du navire péquiste, on a vu que on a décidé que sur le plan démographique, ça ne valait pas la peine d'essayer de convaincre les immigrants et qu'on allait y aller plutôt, comme Jacques Parizeau le disait dans son discours, essayer de passer dans le vote de souche là, de 60% à 63-64%, puis passer le oui. Et maintenant, quelle est la meilleure façon de faire monter le pourcentage d'appui parmi les francophones de souche? Eh bien, c'est de créer une crise. Et Jean-François Lisée l'a souvent dit sans s'en cacher, qu'il aurait voulu que le PQ soit au pouvoir lors de l'échec de Mitch, qu'il aurait voulu que le PQ soit au pouvoir lors du scandale des commandites pour profiter d'une hausse là, circonstancielle de l'appui au oui qui vient du sentiment un peu de rejet qu'a vécu le Québec lors de ces événements-là. Et quelle meilleure crise pourrait-il espérer que celle de la Cour suprême du Canada qui vient invalider la Charte des valeurs québécoises, hein, donc les méchants juges nommés par Ottawa qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est certain que c'est pour ça qu'ils n'utilisent pas la clause non-obstant. Il n'y a aucun gouvernement qui pourrait adopter une loi en la sachant inconstitutionnelle, à part s'il y a un motif politique derrière tout ça. Je pense que c'est ça qui est beau, ce qu'on est en train de faire ce soir. Et parce que d'un part, ce que vous avez dit, moi aussi je trouve intéressant qu'on ait une possibilité de débattre. Parce qu'une des choses que je reprochais beaucoup ici, quand je suis arrivé, c'est comme un peu la culture, on dit, consensuelle. C'était un peu plus hypocrite, mais parce que je savais très bien que l'autre me faisait chier, mais je ne disais rien. Mais maintenant, ce qui est un peu plus honnête, on peut discuter. On peut discuter, mais dans la discussion, j'espère que ce qu'on peut faire de plus, de ne pas laisser la discussion téléguidée par un groupe. Comme disait si bien notre cher ami Gramsci, qu'on essaye de vraiment enterrer le plus possible, que chaque clan, il y a ses blocs intellectuels ou blocs hégémoniques. Ça veut dire qu'ils ont un travail à faire dans la société pour promouvoir les intérêts d'une classe. Et ce qui est clair, même que des fois anglophones, francophones et ainsi de suite, ils ont leur intellectuel, ils font un travail de fond. Et nous, on devrait faire justement le travail inverse, mais à Montréal, mais aussi à l'extérieur de Montréal. Ce que j'espère qu'on doit faire de plus en plus à l'extérieur de Montréal, travailler avec des gens que, même si je ne vous ressemble pas physiquement, mais on a les mêmes intérêts. Moi, je me suis toujours trouvé beaucoup plus proche des gens blancs, noirs, d'autres couleurs, que des gens de ma propre communauté qui n'ont pas les mêmes intérêts économiques que moi. Et ils n'ont fait que exploiter. Ils ont fait la même chose avec des blancs québécois, francophones et anglophones. Il y a des gens qui ont fait, par exemple aujourd'hui, on parle de notre chère famille Molson, qui récupère bien notre argent avec les Canadiens de Montréal et avec la bière. Mais c'est la famille qui a travaillé plus sur l'assimilation de francophones au Québec. J'espère qu'il y en a qui vont sortir un peu de certaines citations historiques. Ils ont fait tout le travail. Mais comme je dis encore, ces gens-là, ils sont là pour nous dire c'est quoi l'identité québécoise. Et nous, on peut faire l'inverse. Et au niveau électoral aussi, je pense que encore là, il faut regarder un peu plus large. S'ils perdent sur l'île de Montréal, même si juste à quelques comtés, mais au niveau symbolique, c'est très important. Il reste quand même important que ceux qui avaient fait, notre cher ami Stephen Harper, il dit qu'on s'en fout du Québec, mais juste le fait, après le résultat, quand il est pratiquement absent du Québec,
Ça fait une méchante différence. Et maintenant, il est en train de tout faire pour récupérer. Mais je pense que pour le PQ, c'est encore plus important. Quand même, il reste le centre économique et plusieurs enjeux. Et encore sur la question de référendum, encore là, on peut mener vraiment le débat de l'autre manière pour dire qu'il y a des gens à la tête des PQ qui parlent de leurs intérêts électoralistes. C'est pour ça qu'ils divisent. Ils disent on s'en fout de vote d'une certaine catégorie, juste si on peut gagner les élections. Par contre, ceux qui veulent fonder la nation québécoise comme un pays, ils ont intérêt à faire l'inverse. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils vont éviter les divisions et aller chercher plus de monde possible pour éventuellement gagner le référendum et pour la suite des choses. Moi, comme je dis, dès mon arrivée à 1994, l'année suivante, j'étais avec des gens souverainistes et j'ai milité à 2003 que j'ai pris la distance par rapport à PQ déjà parce que j'ai vu que c'était pas aussi honnête que ça, ni avec la question de souveraineté, ni avec la majorité de la population. Et présentement, après 2007-2009, que j'ai compris aussi que le Bloc était pour autre chose que défendre les intérêts. Et malheureusement, à partir de 2013, je commence à douter, parce que moi, je n'avais jamais douté que je ne voterais pas un jour pour le référendum pour oui. Mais je pense que oui, ça commence à être, comme disait Réa, c'est ça, mais ça devient vraiment de plus en plus difficile pour voter pour quelque chose qui donnerait le pouvoir à chef de Québécois. Comme vous avez vu, Mme Ginette et Julie Schneider descendent pour les intérêts des femmes qu'on n'a jamais vu pour le droit des femmes dans aucune manifestation. Pour la journée des femmes, chaque année, on fait des événements. On n'a jamais vu ces femmes-là pour des questions d'intérêt des femmes. Et ensuite, pour les travailleurs et travailleuses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a l'accord du Journal de Montréal, ça touchait directement les femmes, parce que les familles étaient touchées par ça. Mais ils n'étaient pas là. Alors ça, on peut vraiment ramener ces contradictions. Ici, quand il y a des bars danseuses nues qui exploitent les femmes, la prostitution, malheureusement, ça fait notre identité de Montréal pour inviter les touristes de l'extérieur. C'est nos sorts, nos jeunes filles qui se font exploiter. C'est où sont ces gens-là? C'est eux qui aident à exploiter ces femmes-là. Ça veut dire qu'il faut les ramener. Et ceux qui ne veulent pas, mais nous, on va faire ce travail et qui vont nous unir, que ce soit blanc, noir, rouge, et des gens, et on va se réunir autour des intérêts réels et sociaux, politiques et non au nom de certains chartes. Juste rajouter, parce que je me souviens ce que je voulais dire par rapport à ce que tu parlais du débat, puis que les gens s'appropriaient le débat et tout ça, puis effectivement, en 2007, il y avait eu un débat autour de la commission Bouchard-Taillon, donc les gens étaient intervenus à travers cette commission-là, puis on a vu aussi comment ça a été dans la tournée du Québec un peu bric-à-brac, comme on peut dire. Parfois, c'est ça, en tout cas, ça a été, excusez. Mais par rapport au débat actuel, c'est vrai que et même je pense que j'en parle dans le film, c'est que ça a été approprié par toutes sortes de nouvelles forces sociales. Les féministes, le Conseil du statut de la femme, les syndicats, il y a un paquet de monde qui n'était pas là dans le débat de 2007 et qui sont apparus dans le débat maintenant, parce que justement par résistance ou parce qu'ils sont obligés de se positionner positivement. Alors je ne sais pas si, par contre, on disait tantôt, est-ce que c'est un vrai débat? Les gens interviennent pour rappeler que c'est pas un vrai débat dans bien des cas, parce que, surtout ceux qui sont contre, par exemple, les féministes vont dire, mais tant qu'à ouvrir le débat sur la question féministe, ouvrons le don jusqu'au bout, tu sais. Quand on parle d'aliénation des femmes, les femmes qui, à moitié tout nues, qui portent le string, sont-elles au plus ou moins ou pas du tout aliénées par rapport à celles qui portent le hijab? Tu sais, si tu veux un vrai débat sur l'aliénation et l'oppression des femmes et la domination dans les rapports hommes-femmes, bien, ouvrons-le pour de vrai. Ce débat-là, il n'est pas vraiment ouvert. Il n'y a pas vraiment d'écoute, en tout cas, du ministre sur les vrais enjeux qui sont soulevés, moi je trouve, par les acteurs sociaux dans ce débat-là, parce qu'il interpelle le ministre sur les vrais débats, les différents acteurs sociaux, mais
ça porte pas fruit, puisque il dit qu'il écoute les gens, mais c'est qui? Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Peut-être un peu possédant, parce que quand j'ai levé ma main tantôt, vous y aviez été, puis je continue comme ça, vous allez dans le sens que je voulais dire, mais il y a le mot dérapage, OK? Puis oui, s'il n'y a pas de complot, mais plus ça va, plus ça a l'air d'un complot, puis moi, j'ai nommé ça le complot, étant une féministe qui s'assume depuis 30 ans. Moi, là, ma rage, mon enragé, le féministe enragé, c'était quand c'était, au début, là, comment ça s'appelait, là, pour l'égalité homme-femme? J'ai dit, câlisse de tabarnak. Ils sont venus me voler mes valeurs à moi, que je dénonce depuis 30 ans. Tout à coup, c'est pris par notre beau gouvernement, par notre première ministre. Oui, on a une femme là, mais c'est un gars, là, qui prend ça. Mais aussi, c'est si ça dérape. Je reviens à déraper. Ma question aussi, je vais faire comme ça. Hein, je vais déraper un peu, là, mais ça fait 5 mois que je dérape là-dessus aussi. Là. Hey, Python, il est parti. OK? Ma question, c'est, y a-t-il nous autres qui s'aperçoivent que ça dérape? Si, on dirait que les autres ne savent plus quoi faire avec cette affaire-là. Puis là, ça va arrêter bientôt. Puis il y a des personnes importantes qui n'ont pas parlé. Il y a des dérapeux et des dérapeuses qui ont dérapé. Moi, je viens de Saint-Jérôme. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour avoir du chéneau puis qu'on va avoir Pélado. Ça a l'air, là, j'ai mon voyage. OK? Ça fait dur en maudit, là. En tout cas. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que M. Drainville, il y a assez de jugement, de jugeote ou d'éclair de génie pour se rendre compte que ça dérape? Parce qu'après, chaque personne qui dérape ou pas, que ce soit Mme Théberge, Mercedes qui parle, ou que c'est un autre qui parle, merci. Ils remercient tous pareil. OK? Les cons comme les connes, ou les connes, peu importe. S'ils ne se rendent pas compte que ça dérape, là, ben, ils nous laissent déraper tout seuls. Ben moi, en tout cas, ça m'a permis de voir c'est qui mes amis Facebook, mes vrais amis, puis même dans ma famille, j'ai jamais pensé qu'il y avait du monde qui pensait à des affaires qu'ils ont dit. Fait que si la pensée, donc, si la parole dépasse ta pensée, mais je pense que c'est un problème entre ta bouche et ton cerveau. Parce que si tu le dis, c'est parce que tu le penses. Tu pensais que tu le pensais pas avant, mais ça fait longtemps que tu le penses dans le maudit. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il est trop tard pour faire quelque chose, d'arrêter le dérapage. Ça prend juste... c'était quoi la loi là, pour empêcher les étudiants de déraper là, avec les vitrines dans l'Ouest? 78. OK? Oh, puis là, j'ai pas parlé de l'article 10, là. Parce que si je veux porter un voile, où est-ce que je travaillais? Parce que j'ai quitté mon travail récemment. Mais je pourrais pas. Un organisme communautaire ne pourra pas embaucher une femme qui porte un voile. Puis je suis tannée d'entendre parler juste des voiles, là. Au nom de l'égalité homme-femme, on va dire aux femmes de bien s'habiller, de ne pas s'habiller, de sortir les boules, de se montrer le jean straight. Ah, puis il n'y a pas un beau voile avec une œuvre d'art, surtout, là. Surtout pas une belle femme avec un beau voile. Moi, là, j'en peux plus. J'en peux rien plus. C'est tout. Attention. Oh, ok, c'est bon. Vous êtes correct? Oui, c'est ce que je constate. Mais je répondrai rapidement pour ma part sur cette question-là des dérapages. Moi, évidemment, j'ai vu le film souvent. Ça, c'est certain. Puis je pense que le cœur du film est vraiment... Il y a plusieurs échos de cette idée-là un petit peu partout dans le film. Je pense que le cœur du film se trouve dans la scène avec Cécile Rousseau puis la famille, autour de l'image,
qu'ils ont récupéré dans leur boîte aux lettres. Puis surtout autour de l'idée de lecture de l'image. Quand Cécile Rousseau ramène l'idée que la charte n'est peut-être pas islamophobe, mais elle est lue comme telle par les gens qui se sentent visés. Je pense que, comme gouvernement, un minimum de responsabilité sociale puis politique consiste à tenir compte de ce genre de lecture-là, à avoir cette sensibilité-là, cette intelligence-là. Puis, je pense pas qu'on ait vu quoi que ce soit de proche de cette intelligence ou de cette sensibilité-là de la part du gouvernement, du ministre Drainville, puis de ses acolytes. Puis je pense pas que pour avoir plusieurs amis qui sont en faveur du projet de loi 60, sur Facebook ou ailleurs, j'ai pas senti que les gens qui défendent ce projet-là manifestent ce genre de sensibilité-là. Le film porte précisément sur les conséquences. On discute du contenu avec les intervenants qui défilent du contenu du projet de loi, mais on s'intéresse surtout aux conséquences du projet de loi en tant que tel. Puis c'est ce qu'on veut ramener au premier plan. Je pense que comme gouvernement, le gouvernement a cette responsabilité-là, de tenir compte de ces dérapages-là, sans dissocier fermement. À la sortie de la première au cinéma du Parc, la plupart des gens sont sortis de là en disant il y a une ligne rouge, on ne peut pas accepter ça, le racisme, la xénophobie dans notre société. Puis on a besoin d'en parler. On a besoin de dénoncer l'intimidation, la violence, comme pourrait le dire Jean Charest, mais bon. Est-ce correct que j'ai répondu à ma question? Oui. Oui, bien, c'est une excellente question. Et surtout le préambule, je dirais. Je crois, et d'ailleurs, nous, on avait fait une sortie médiatique Québec inclusif, où on avait demandé que le dossier soit carrément retiré au ministre Drainville. Premièrement, par sa désinvolture à évaluer les aspects juridiques du projet de loi. On lui dit, écoute, le barreau du Québec vient de dire que ça ne passera pas. Tu te retournes en disant, ouais, mais Jeannette Bertrand est pauvre, hein, puis j'ai reçu un courriel de citoyen. C'est comme, écoute, c'est comme, t'es bien fin, Bernard, mais tu comprends pas, là. Comme, premièrement. Mais deuxièmement, et de façon plus importante, cette même désinvolture avec laquelle le ministre Drainville, et maintenant on doit dire tout le gouvernement, parce qu'on a vu qu'ils ont choisi de le laisser là, alors la grande responsable, c'est pas Bernard Drainville, c'est Pauline Marois, qui trouve que lui, il fait un très, très bon travail avec tout ça et que c'est un débat modéré qu'on est en train d'avoir au Québec. Et là, tu te dis, coudonc, ils vivent sur quelle planète? Et probablement que leur manque d'empathie envers les minorités qui sont touchées, qui sont les victimes des actes haineux, vient du fait qu'ils n'en ont pas ils n'en ont pas un Christ avec eux autres, là. Ils n'en ont pas de minorité religieuse avec eux, c'est sûr, sinon il n'y aurait pas des projets comme ça. Et je crois que ça explique une bonne partie de leur manque d'empathie. Quand on ne connaît pas des personnes qui sont touchées, quand on n'en connaît pas des femmes qui vont perdre leur job au nom de l'égalité homme-femme, eh bien c'est facile de faire comme si ça n'existait pas. Mais vous savez, moi, ce qui m'a marqué du comportement de Bernard Drainville en commission parlementaire, c'est que dans les premiers jours, il y a eu un intervenant, je ne me souviens plus c'était lequel, qui avait traité certains chroniqueurs de racistes. Et là, Bernard Drainville l'a tout de suite arrêté. Il a dit non, oh, attendez, monsieur, hein, on va faire un débat respectueux ici, il n'est pas question qu'on traite qui que ce soit de raciste. OK. Et là, dans la même journée, il y a la famille Pinot-Caron qui passe en parlant de l'autobus, puis d'enlever nos chaussures, puis il priait à quatre pattes. Et là, le ministre les écoute en disant, vous savez, je respecte votre opinion. Il leur serre la main, il dit, je comprends que vous êtes pour la charte. Mais là, il y a un gros problème, là, parce qu'il ne veut pas entendre le mot raciste, mais quand il entend des commentaires racistes et xénophobes, il n'y a pas de problème. Alors, c'est tout à fait symptomatique de leur espèce de laïcité vide de sens, qui est seulement une laïcité d'apparence, axée sur les symboles religieux, alors que dans le fond, l'État va être moins neutre encore sur le plan religieux, l'État va être moins égalitaire sur le plan de l'égalité des sexes. Alors je crois qu'il y a quelque chose de très très symptomatique de ce gouvernement-là, qui se fixe sur des symboles, sur des mots qui sont somme toute vides de sens.
c'est par rapport à la Commission des droits de la personne quand elle est sortie avec son rapport, avec son mémoire. Puis quand faut se rappeler que cette Commission des droits de la personne, c'est nous. C'est-à-dire que c'est le recours des citoyens pour défendre leurs droits qui a une indépendance morale et intellectuelle et politique. C'est une institution qui est indépendante du gouvernement, de l'État, etc. Donc, et puis, M. Frémont, qui est le président de la Commission des droits, c'est un ancien prof de droit de l'Université de Montréal, doyen de la faculté, blablabla, donc de longues années d'expérience. Alors, quand il discrédite l'organe indépendant qui défend les droits de tous les citoyens au Québec, au niveau symbolique, là, c'est pas fort non plus. T'sais, on oublie cette dimension-là, mais la Commission des droits de la personne, c'est le défenseur des personnes contre l'État éventuellement, okay? Et contre toutes les institutions qui abusent et qui font de la violation des droits. Donc au niveau, tu sais, quand tu caricatures pratiquement, il a presque caricaturé la Commission des droits de la personne. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est dangereux. C'est un travail, c'est du dérapage politicien dangereux, et puis il joue pour moi la même game que Mario Dumont, les mêmes propos que Mario Dumont, qui n'a pas mesuré les conséquences de ses paroles, lui non plus, en 2007, qui est extrêmement démagogique. Quand il y avait des histoires d'accommodement, Mario Dumont disait « On va-tu s'empêcher de dire le mot Noël pendant qu'un jeune porte un kirpan à l'école? » Tu sais, je veux dire, le nous victimiser à outrance, etc. Monsieur Drainville, je m'excuse, mais reprend exactement le même discours qui discrédite les institutions, pour moi, qui sont les plus importantes et les plus centrales. Pourquoi? Parce que la Charte des droits, ça a préséance sur les autres lois. S'il y a un litige entre deux lois, toi tu es meilleur que moi là-dedans, s'il y a un litige entre deux lois, mais ça va toujours être la Charte. Ça veut dire que les droits de la personne sont au-dessus et toutes les lois doivent être mesurées à l'aune des droits de la personne. On ne doit pas brimer les droits de la personne. Ça, c'est un acquis important. Et l'acquis, moi, ce qui m'étonne dans le mouvement des Jeannettes, etc., c'est que c'est dans les années 60 et dans les années 50, les suffragettes, puis les gens qui se battaient pour qu'on étende les droits de la personne puis qu'on les octroie aux minorités, n'auraient jamais tenu le discours anti-minorité qu'ils ont en ce moment. Parce qu'eux-mêmes étaient traités comme des marginaux et des minorités. Alors, c'est qui aujourd'hui, les marginaux et les minorités? Et c'est sur qui? Et c'est qui tape sur les marginaux et les minorités? C'est souvent des femmes qui se taxaient d'être de gauche, ou des gens qui se taxaient d'être de gauche, notamment certaines féministes, qui n'auraient jamais maintenu ce discours-là, parce que c'est le discours qui était eux-mêmes taxés de marginaux et de minoritaires. Lorsque c'était au début du siècle, les femmes revendiquaient leurs droits, mais c'était les hommes riaient d'elles comme des marginales et des minorités. Aujourd'hui, les minorités, comme on disait, qui doivent être protégées, c'est justement ceux qui n'ont pas de voix et ceux pour qui les droits humains sont importants à être garantis, à être défendus. Juste une petite chose brièvement. Ce que vous avez dit, moi je pense que ce qui est en train de sortir au niveau sur l'espace public, ça paraît des dérapages. Mais par malheur ou par juste militantisme, j'ai assisté à une des séances d'information donnée par M. Drainville, accompagné du ministre de l'Éducation, Marie Marois, à Longueuil, un peu encore plus vers le Varennes. C'était grave, beaucoup plus grave que ce qu'on attend à la télé. D'abord, ils avaient choisi 120 personnes, la place pour 120 personnes. Ils avaient appelé les personnes qu'ils voulaient qu'ils soient là. Certaines catégories bien précises de personnes. J'ai vu d'abord, nous, on n'a pas le droit d'entrer. Il y a une madame qui est venue de Comté et pas immigrante, mais la personne, la même catégorie, la majorité, et arrive, il n'y avait pas sa place. Mais elle a dit, moi, j'avais donné mon nom pour que... mais ça veut dire qu'ils avaient fait vraiment la sélection. Et après, finalement, on a pu rentrer et se mettre à côté de la mur. Les informations qu'ils donnaient, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Je me rappelle vraiment les islamistes contre qui je me bats ici et ailleurs,
qui font un discours vraiment de haine contre les gens athées ou des gens non musulmans. Et c'était vraiment à peu près la même chose. Et une fois même, carrément, il dit, Derrenville, il dit que moi, je suis là pour vous écouter. C'est votre opinion qui est importante. Des gens universitaires, des affaires dans l'étalage, ça n'a pas d'importance. J'étais outré. Et en plus que le ministre de l'Éducation soit là, j'ai demandé comment il ne pouvait pas réagir à ça, comme insulter leur monde académique et intellectuel d'un pays. C'est vraiment la chose la plus grave que j'ai entendue depuis que 19 ans je suis ici. Ça se fait chez nous. C'est pour ça qu'on est dans la merde. Sérieusement, parce qu'on insulte, on ne laisse pas vraiment vivre les gens avec le côté intellectuel et qu'on soit en train de faire ça ici, je trouvais extrêmement grave. Mais c'est ça qu'ils sont en train de produire, malheureusement, ce qu'ils font. Et ceux qui sortent sur la place publique, c'est encore une partie minime de ce qu'ils sont en train de faire. C'est une question? Mais d'abord, ça fait longtemps qu'il y avait quelqu'un. Bonsoir, moi je m'appelle Nour Farah. J'ai 22 ans, je suis étudiante en droit à l'Université de Montréal. Je suis née au Québec. Fait que quand on dit retourne dans ton pays, le seul endroit auquel je pense c'est Montréal. Moi, un des aspects qui m'a le plus touchée dans ce débat-là, c'est vraiment l'aspect féministe, dont Adri a ouvert le sujet tantôt. Le féminisme québécois dominant, c'est pas un féminisme dans lequel je me reconnais, parce que, premièrement, il m'exclut moi en tant que femme musulmane, mais aussi il exclut ma réalité de femme issue d'un groupe minoritaire. Ils ne se rendent pas compte que la réalité du groupe dominant, c'est pas la même que la réalité des groupes dominés. Ils ne se rendent pas compte qu'on ne fait pas face aux mêmes conditions, on ne vit pas dans la même réalité. Puis en dehors de l'oppression sexiste auquel les femmes musulmanes font face, il y a aussi l'oppression raciste, il y a aussi l'oppression économique. Moi, j'ai peut-être 10 fois moins de chances de me faire rappeler après une entrevue parce que j'ai un nom arabe et parce que je porte le voile. Fait que moi, je ne me reconnais aucunement dans ce féminisme-là, puis ça me dégoûte que des femmes, mais aussi des hommes, se découvrent féministes à 45 ans, à 50 ans, pour me dire quoi faire, puis pour m'arracher mon autonomie en tant que femme québécoise, parce que moi je me considère québécoise avant de me considérer autre chose. Autre point, j'ai jamais fait autant face, j'ai jamais voulu me victimiser par rapport au fait que je sois une minorité, mais là je dois le reconnaître, j'ai jamais fait aussi face à de la discrimination, à des insultes, à des menaces. Puis qu'est-ce que je comprends pas, c'est comme disait tantôt Olivier, qu'il y a vraiment un manque de sensibilité par rapport aux réalités que vivent les minorités, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques. Puis je trouve que c'est vraiment dangereux parce que je suis québécoise, comme je l'ai dit tantôt, je suis née ici, puis j'ai pas d'autre endroit où aller. Fait que c'est qui veut me protéger à part mon gouvernement? Si mon gouvernement se met contre moi, c'est là que je me demande, il me reste quoi, puis il me reste qui? C'est très attristant d'entendre ça. C'est très attristant, ouais. Je dois dire que... Ouais. Ouais. 2 petites secondes. Non, mais c'est touchant quand même. C'est triste que... Tu sais, je parlais des conséquences, puis c'est de ça dont tu parles, là. Puis les conséquences, mais c'est... Quand on en parle, on parle pas du contenu du projet de loi directement. C'est un peu indirect. Puis là, on nous reproche de ne pas discuter réellement des propositions. Surtout, on nous accuse d'essayer de parler de racisme, comme Rémi l'évoquait il y a quelques instants, l'épisode avec Bernard Drinville en commission. Puis c'est quelque chose qu'on nous sale souvent.
On essaye de parler de situations de discrimination, on essaye de parler d'inquiétude ou d'une certaine détresse, puis on fait à peine commencer à énoncer ces mots-là qu'on nous reproche de traiter les autres, on nous reproche d'avoir l'accusation de racisme ou de xénophobie trop facile. Le mot racisme, le mot xénophobie sont des outils qui ont été forgés par une histoire de combat et de lutte pour les droits de la personne. C'est des outils. C'est des outils qui nous permettent de dénoncer l'intimidation, la violence et la discrimination. Est-ce que le ministre Drainville commencerait à banaliser ou à reprocher à des gens d'utiliser des outils pour faire face à l'intimidation ou à la discrimination ou à toute autre forme d'agression? C'est des outils importants dont on dispose, qui sont dans notre langue, qui nous sont dans notre langage. Puis, moi, vraiment, là, si j'ai de la misère à répondre à ta question, c'est parce que ça me met véritablement en colère. C'est que notre élite politique banalise comme ça, voire nous reproche d'utiliser ces outils-là qui sont les nôtres pour exprimer cette détresse-là ou des situations de discrimination. C'est hallucinant complètement. C'est des outils. On a le droit d'y avoir recours. Puis on a le droit de dénoncer. Est-ce que vraiment on va commencer à nous reprocher de dénoncer des situations de discrimination parce que ça fait de la peine à ceux qui ne veulent pas voir ces réalités-là? Ces réalités-là, elles existent. On reçoit en ce moment dans nos courriels, nos différents groupes, des témoignages comme les tiens, on en reçoit à la trahée. Mais vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de détresse, beaucoup de gens qui vivent des situations de discrimination. Puis je pense que ces outils-là sont plus que nécessaires. Il est temps que les pro-chartes et les politiciens du Parti québécois se réveillent sur cette question-là. C'est insensé qu'on banalise ces choses-là. Je m'excuse d'avoir, parce que j'avais l'air sans voix, c'est pour ça que je m'en rire, là, mais juste peut-être ajouter, je ne sais pas si peut-être Rémi pourra répondre parce que c'est l'avocat de la place, mais peut-être que, moi je ne sais pas si à quel point on peut faire des recours collectifs pour atteindre à la dignité des personnes même. C'est peut-être un peu abusif, là, mais c'est parce que dans le débat, la façon dont c'est amené, les commentaires que ça génère, les menaces, les propos, les dérapages dont on parle, tout ça, parce que des citoyens comme toi, parce que tu dis qui peut protéger, en principe, c'est la charte qui peut te protéger, c'est la Commission des droits de la personne. Moi, peut-être que je pense dans une logique qui est trop juridique, mais je pense que un des principaux outils pour protéger nos droits, c'est juridique, c'est des institutions comme la Commission des droits. Mais il faut l'amener, il faut en faire des recours collectifs. Et il y a même des causes de discrimination systémique. Les femmes qui ont été exclues, pour moi, c'est de la discrimination systémique. Ça veut dire que toute une société s'en prend à des femmes qui portent un symbole et décide de les exclure massivement en tant que groupe identifié, ciblé, les exclure de toute une partie des emplois du Québec. C'est de la discrimination systémique. Donc la discrimination systémique, il y a des recours systémiques, des recours collectifs. Ça ne s'appelle pas un recours collectif, là, mais il y a des causes systémiques qui ont passé devant la Cour suprême, où il y a des femmes, dans l'Action Travail des femmes, dans les années 80, qui ont démontré qu'il y avait des ministères, qu'il y avait des organisations, des institutions publiques qui les avaient exclus collectivement à partir de critères aléatoires qui n'avaient aucun rapport avec l'emploi qui était, la fonction qu'elle devait occuper dans un emploi X, dans un poste X. Donc, les critères d'exclusion n'avaient rien à voir. Et pour moi, c'est de la discrimination systémique. C'est pour ça que c'est ça va dans le compte des lois.
notamment la Charte des droits. Donc, pour moi, le premier recours, c'est de parler dans l'espace public, comme on fait en ce moment, puis de dire, c'est la discrimination systémique, il faut se défendre, il faut passer par la Charte, il faut l'utiliser, sinon on se mobilise, et on fait peut-être, je ne sais pas qui, là, mais en tout cas, des gens qui se sentent, qui se disent discriminés dans la forme. Les citoyens qui se disent lésés doivent entamer des démarches. Oui, bien, tout à fait. Puis tu as parfaitement raison. Je pense instinctivement, ce que tu indiquais comme phénomène, c'est la différence entre ce qu'on appelle l'égalité formelle et l'égalité réelle. Hein? Quand, pour donner un exemple simple, là, il y avait des services de pompiers qui avaient une exigence que ça prenait 5 pieds 10 pour être d'un pompier. Donc c'était simple, c'est la même règle pour tout le monde, un peu comme la Charte des valeurs. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Mais dans les faits, ce que ça causait, c'est que la très grande majorité des femmes et des hommes d'origine asiatique aussi ne pouvaient pas se qualifier pour être pompiers. Et donc, il y avait une discrimination systémique et sous le couvert d'une égalité formelle, on n'avait pas une égalité réelle. Et c'est exactement le problème avec des mesures comme la Charte des valeurs, où on dit tous les signes religieux ostentatoires sont interdits, donc on traite toutes les religions sur le même pied d'égalité et l'État est neutre. Ce qui est complètement loufoque quand on pense que la religion de la majorité, on ne prescrit pas le port d'aucun signe religieux et que de toute façon, s'il était porté, le gouvernement ne le considérerait pas ostentatoire. Alors c'est complètement ridicule. Mais je dois dire, Nour, que tes paroles, ton intervention, comme je l'ai déjà dit, ça me va vraiment droit au cœur. Hein? Puis quand moi, je gagnais bien ma vie, j'avais pas besoin de Québec inclusif dans ma vie, là, vraiment pas. Et d'ailleurs, ça a eu un impact sur tout le reste de ma vie, là, sur le plan professionnel, personnel. C'est vraiment difficile à conjuguer tout ça, mais quand j'entends des témoignages comme le tien, comme celui de notre amie Dalila Awada, El Sifnesh, là, je me rappelle à chaque fois pourquoi on était en train de se battre. Et vraiment, ta génération de femmes, Nour, tu fais partie de ces pionnières. En tant que première femme québécoise d'origine musulmane qui prend position dans un débat public, vous êtes les premières qu'on a, et je pense que c'est pour ça que vous êtes victime d'autant d'attaques sexistes, parce qu'il faut les appeler par leur nom, ces attaques-là. Et tu fais bien de mentionner le mouvement des Jeannettes, parce que je ne doute pas de la sincérité du combat de certaines des Jeannettes, mais par contre, ce combat-là, quand on le replace dans son contexte, on voit apparaître toute l'absurdité de la démarche des Jeannettes qui sont inconscientes d'appartenir au groupe racial et économique le plus favorisé et qui reconduisent elles-mêmes dans leur mouvement des formes de domination économique et raciale, ce qui est complètement absurde. Et heureusement, dans la mouvance la plus moderne du féminisme, et on peut penser par exemple quand on avait répliqué avec les inclusives au mouvement des Jeannettes, avec entre autres Aurélie Langto, Dalila Awada, Judith Lucier, Rio Wachon, pour dire, écoutez, là, comment les filles, et dans le film, on le voit bien quand Marie Pascaline vient dire, écoutez, on a passé 50 ans à dire, à dire aux hommes, arrêtez de nous dire quoi faire, puis là, on dit aux femmes blanches, arrêtez de nous dire quoi faire. Alors vraiment, il faut le dénoncer, puis écoutez, les actes de violence, d'intimidation, sur Internet, il y a une fonction sur vos téléphones, capture d'écran, faites des captures d'écran, gardez les preuves. S'il y a de l'intimidation, c'est punissable par la loi. Faites des plaintes à la police. S'il y a de la diffamation, il va en avoir des poursuites. C'est sûr qu'il va y en avoir. Parce qu'il se dit toutes sortes de conneries. Il faut que ça arrête. Puis il faut que vous gardiez le courage dans ce combat-là. Vous faites partie, selon moi, là, au même titre que les femmes qui se sont battues pour le droit de vote, qui se sont battues pour accéder aux professions comme les professions d'avocates, par exemple. Vous faites partie du même type d'avant-garde et vous faites face aux mêmes obstacles sexistes et aux mêmes attaques sexistes aussi. Malheureusement, chaque parole, il y a vraiment une réalité qui est présente qui est vraiment triste. Premièrement, ce que nous vient de dire, c'est une réalité pour les femmes qui portent le voile, mais aussi pour ceux qui ne le portent pas. Ça, c'est la première chose triste pour des gens qui vivent. Moi, je suis allé pratiquement dans toutes les régions du Québec, même du Canada, sans crainte. Maintenant, je pensais aller cet été peut-être amener mes neveux et nièces qui sont nés ici, qui n'ont aucun signe religieux, mais juste qu'ils me ressemblent par la couleur. Et sérieusement, j'ai eu une réflexion, quel genre de réaction que je vais avoir. Et pour moi, c'est pas grave parce que malheureusement, j'ai vécu plein d'autres choses, ça ne m'affecte pas.
mais pour eux, ceux qui sont nés ici, quelle réaction tu peux avoir. Et ça, c'est très déterminant. Pour la suite, juste sur le deuxième élément, c'est justement là, les effets, ceux qui ont fait, et ceux qui m'inquiètent encore plus, parce que tous les groupes intégristes, justement, ils entendent ça, ils attendent aussi ce qui sont en train de se produire. Ça veut dire comment instrumentaliser ce discours. Ici, ce qu'on est en train de faire. De l'autre côté, en réplique, vous voyez ceux qui font les gens blancs, athées, féministes. Encore là, il faut vraiment faire attention quand nous, on parle aussi. Ça, ce n'est pas le discours féministe. Les féministes que je connais, que ce soit enragés, moins enragés, beaucoup enragés, comme moi, on milite depuis tous les jours et pour d'autres choses que pour imposer au point de bas. C'est vraiment, ce n'est pas le féminisme, ce qui essaye de dire qu'on veut créer la charte pour sauver les femmes. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Deuxièmement, comme je dis, il va y avoir beaucoup de récupération. Et déjà, des gens qui sont branchés un peu sur cette élite, il y a un discours équivalent ici du côté islamiste. Ils récupèrent justement ces jeunes. Et ça, c'était déjà en marche depuis 2001. Après l'événement en septembre, il y a une discrimination envers des gens de toutes couleurs. En plus, ceux qui ne sont même pas musulmans, juste parce que les gens ne savent pas distinguer un sikh et les musulmans, parce que ils portent turban, mais en plus, les turbans, ce n'est pas la même manière. Mais malheureusement, ils les prennent pour les musulmans ou d'autres personnes par la couleur. Et à ce moment-là, ce que ça fait, ça crée une insécurité. Et l'insécurité pousse les gens vers leur communauté. Et dans les communautés, malheureusement, il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui veulent justement récupérer ces gens-là. Et parmi eux, ceux qui sont les plus faibles. Parce que comme on dit ailleurs, quand il y a des gens qui font un attentat suicide ou d'autres choses, ce n'est pas des malades mentaux, mais juste que dans la société, il y a un discours. Et avec ça, on crée certaines conditions. Après ça, on cherche les personnes les plus fragiles. Et malheureusement, comme je dis, j'ai vu certains jeunes, justement à Montréal, qui sont en quête d'identité. Et heureusement que ça n'arrive pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ils sont allés déjà en Syrie. Ils vont ailleurs, même malheureusement avec les bénédictions de nos gouvernements, pour aller mener une lutte intégriste là-bas. Vous voyez comment ça peut être dangereux. Moi, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même pour les questions des femmes, ça m'inquiète beaucoup parce que comment on peut instrumentaliser, comment on peut diaboliser le mouvement laïque, féministe, égalitaire et d'autres, même la démocratie, pour dire, vous voyez, ceux qui vous essayez de promouvoir, ce n'est pas pour vous. On vous essaye de vous éliminer votre identité. Il faut vraiment lutter contre ça et, comme je dis, dans tous les sens, il faut limiter très fort. Et désolé, je dois vous quitter parce que ma nièce et ma femme chérie qui sont venues avec moi et je pense que 3h30, c'est un peu mort, ils m'attendent pour partir. Désolé, merci à tout le monde de participer, mais aussi de faire chacun de leur part, vraiment discuter avec des gens autour de nous et expliquer l'enjeu un peu plus large et conséquences ça peut être sur la société. Et diffusez le film. Oui, partagez-le, discutez-en, projetez-le si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir, poser une question, un commentaire? Oui. Nour, tu pourrais passer le micro. Merci beaucoup. En fait, c'est plus un commentaire que je voulais faire. Moi, j'en ai beaucoup contre le projet de la charte, j'en ai beaucoup contre la démarche. J'ai eu la chance ou la malchance de pouvoir suivre un peu à la commission. J'ai été profondément déçue de voir que n'importe quoi pouvait se dire à la commission, n'importe qui pouvait présenter, bien qu'on peut dire que par souci de la démocratie, tout ça, n'importe qui pouvait aller. Mais moi, je pense qu'on a atteint, c'était ridicule par rapport à ce qu'on pouvait entendre, puis que c'était permis, qu'on aille là dire n'importe quoi, puis que ça soit accepté, que ça soit même repris par le ministre Drainville, qui opinait du bonnet pour dire que ça, c'était vraiment bien, puis qu'il était à l'écoute de tout le monde, mais surtout ceux qui allaient dans son sens.
moi, je suis très enragée. On sait avec ma collègue, ma copine. Oui. Moi, je veux dire aussi que je suis très solidaire. J'ai honte, moi, de ce qui se passe au Québec. J'ai été déçue. J'ai voté oui au référendum en 1995, puis dès que Parizeau a dit que c'est à cause du vote ethnique, moi, ça a été fini. J'ai abandonné l'idée d'un projet d'un Québec souverain. Mais moi, je veux dire profondément que je suis solidaire avec... moi, je me suis voilée après par rébellion. Si j'étais musulmane, je me voilerais, c'est clair, par résistance. Je vais beaucoup sur Facebook lire ce qui se passe. J'ai vu des propos diffamatoires à l'égard de Dalila Wade. Ça me fait beaucoup de peine. Moi, ça vient me chercher beaucoup. Puis quand j'ai décidé de quitter mon art ce soir pour venir ici, puis j'étais heureuse de vous voir très serein tantôt quand je suis arrivée. Moi, ça me fait du bien parce que j'ai beaucoup de misère à rester sereine dans ce débat-là. Je deviens assez émotive. J'ai vraiment mal à la gorge, je ne sais pas, parce que j'ai de l'émotion. Mais je deviens facilement très émotive dans ce débat-là, comme bien des gens. Tu parlais tantôt les positions se sont beaucoup cristallisées. Moi, ce que je crains le plus, c'est la campagne électorale qui s'en vient, qui va être forcément sur la charte. Moi, je pense que le tort est fait. Moi, quand Grévy a présenté son projet, tout de suite, moi, je me suis dit, le tissu social vient de prendre le bord. Je ne sais pas comment on va pouvoir revenir. Je ne peux même pas faire. Il n'y en aura pas de retour pour moi. Je ne sais pas comment on va réparer les pots. Mais la banalisation de ce racisme-là me lève le cœur. Puis je ne sais pas comment on va pouvoir le vivre ensemble. Moi, je suis assez pessimiste par rapport à ça. Moi, je suis assez pessimiste. Je suis venue ici, puis je me disais, mon Dieu, ils sont sereins, ça fait du bien. Mais fait que je vais essayer de me brancher là-dessus. Mais les autres aussi, quand on regarde le film, parce que moi, je n'étais pas sereine. Non, mais c'est ça, je me trouvais sereine. Oui, mais c'est ça, mais dans le débat depuis le mois de septembre, le mois de 12-septembre 2013, là, quand ça a démarré pendant l'été, tout ça, je voulais plus intervenir dans aucun média. Je n'étais pas sereine, j'étais vraiment fâchée de cette récupération politique de la crise des accommodements raisonnables. C'est vraiment une récupération politique de la crise. Et je n'étais pas sereine, mais quand j'ai participé au film, puis quand j'ai vu ce que ça donne, ça me donne espoir. Parce que je vois des jeunes comme Rémi, puis des plus jeunes que moi, là, ce que je veux dire, c'est que je vois qu'il y a toutes sortes de générations dans ce film-là, il y a toutes sortes de gens de toutes sortes d'horizons. Puis je me dis, enfin, je veux dire, ça donne une certaine cohérence au discours d'avoir un film comme ça. Je pense qu'il faudrait le diffuser beaucoup, puis lui-même l'utiliser pendant la campagne électorale d'une certaine façon. Conférence de presse, je ne sais pas trop, en tout cas, mais tu sais, l'utiliser comme outil, pas juste éducatif et pédagogique, mais l'utiliser même comme outil politique pendant la campagne. En tout cas, mais ça, vous ferez bien ce que vous voulez, là, mais je veux dire, bon, mais je suis d'accord avec vous, moi, je n'étais pas sereine, je trouve que je suis peut-être plus maintenant, je ne sais pas, j'ai comme plus envie de m'impliquer dans le débat puis de résister plus parce que j'avais un peu baissé les bras. Peut-être, j'ai été beaucoup impliquée en 2007 puisque j'étais associée aux travaux de la commission Bouchard-Taylor par le fameux rapport sur le traitement médiatique de la couverture de presse dont je parle dans le film. Ça ne paraît peut-être pas de ça que je parle, mais j'ai fait un rapport pour la commission là-dessus. Là, bon. Et j'ai été comme écœurée à un moment donné. Et les gens, quand il y a eu le sondage sur le racisme du Journal de Montréal, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me suis posé la question, est-ce que les gens se disent racistes réellement ou ils se disent tellement écœurés du débat qu'ils sont devenus intolérants face à ce débat-là? Et ils se disent racistes parce qu'ils sont écœurés du débat. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène d'usure en ce moment qui est en train de se reproduire. Les gens vont dire, OK, on est écœurés d'en entendre parler, on va voter pour que tout le monde soit pareil, ça va simplifier les choses. Il y a une volonté de sursimplifier
Parce que les gens sont plus capables, des fois, d'en entendre parler ou sont... Donc, on va vite, on tourne les coins ronds, on adopte une affaire sans se poser de questions. J'ai l'impression qu'il va y avoir un phénomène de fatigue collective qui va mener à une adoption de quelque chose, en tout cas, qui pourrait mener, je ne pense pas que ça va être adopté, là, parce que je suis d'accord avec Rémi que c'est dangereux d'adopter ça, ils n'iront peut-être pas jusque-là, le Parti québécois, mais il y a peut-être une fatigue qui mène les gens à dire, on est écœurés de ce débat-là, c'est trop compliqué, l'accommodement raisonnable, il faudrait former tout le monde à savoir c'est quoi un vrai accommodement, une vraie discrimination, donc c'est trop compliqué, donc on vote au plus simple, tu sais. Il y a une espèce d'effet, en tout cas, je ne sais pas mesurable ces affaires-là, mais il y a une espèce d'effet qui est une espèce d'usage démagogique dans cette affaire-là, mais qui entraîne les gens à voter pour des choses parce qu'ils sont écœurés du débat. Enfin. Ouais. C'est une hypothèse. C'est supposé nous rendre sereins, là. Mais je pense que la chose la plus importante à se souvenir, c'est que ce débat-là n'aura qu'un temps. Hein. Et là, dans quelques mois, ça va être fini. Bon, si c'est adopté, ça va prendre quelques années avant qu'on vienne la casser en cours, là. Mais ça va finir éventuellement. Et là, il faudra se rappeler qu'on est tous des Québécois, qu'on se rassembler autour de d'autres choses qu'on a en commun qui est plus positif. Et je crois que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est malgré le fait que leur position ne résiste à aucune espèce d'analyse rationnelle, il y a plusieurs gens qui sont pour la charte, qui le font par conviction sincère et qui croient réellement que c'est une avancée vers l'égalité homme-femme, vers la neutralité de l'État. Et donc, il y a un exercice de pédagogie qui est super important à faire et qui n'est pas évident dans le contexte actuel et médiatique et politique. C'est-à-dire que tout doit se décliner dans un tweet. Quand on passe à la télé, on sait qu'on a juste 2 minutes, puis c'est la même chose, moi qui ai été appelé souvent à intervenir publiquement depuis le début du débat. On sait, on a 2 minutes, il faut qu'on punch, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a de la pédagogie à faire, puis qu'il faut tendre la main aux gens qui ne pensent pas comme nous, qui souvent le font pour des raisons légitimes. Et là, je ne parle pas d'un certain pourcentage de gens qui sont vraiment des racistes et des xénophobes finis, avec qui il faut être absolument intolérant. Hein, parce qu'envers l'intolérance, on doit être intolérant, et eux, non, il ne faut pas leur tendre la main. Et au contraire, il faut les dénoncer, il faut les exposer publiquement pour ce qu'ils sont. Et je crois que ce projet de charte-là, ce qu'il a de plus dégueulasse, c'est que ces gens-là, racistes et islamophobes, viennent l'applaudir tout haut. Alors vraiment, comme disait Olivier tout à l'heure, le gouvernement qui fait la promotion de ce projet-là ne peut pas ignorer que les racistes et les xénophobes, dans une très grande majorité, se rangent derrière ce projet-là. Alors pourquoi? Pourquoi des catholiques finis, là, pourquoi des identitaires là, attachés à la souche québécoise puis à la religion catholique? Pourquoi ces gens-là seraient pour une charte qui fait la promotion de la neutralité et de la laïcité de l'État? C'est impossible. Alors si ces gens-là sont pour la charte, c'est qu'ils l'aperçoivent pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une attaque contre les religions minoritaires. Et là, vraiment, nous, on a un exercice de pédagogie à faire aussi envers les gens qui sont pour la laïcité, sincèrement, et qui voient cette charte-là comme une avancée, et qui disent oui, c'est imparfait, mais c'est un pas à faire dans la bonne direction. Je crois que nous, on a vraiment notre plus gros défi, c'est la pédagogie. Puis sur le plan psychologique, pour se sentir mieux, c'est d'organiser des événements comme celui de ce soir. C'est d'organiser, regardez, je vais plugger un événement de Québec inclusif qui a lieu la semaine prochaine, qui est gratuit, une causerie inclusive, ça se tient au Saint-Boc, et non pas de votre côté. Mais il y a une discussion, causerie, c'est vraiment juste pour se rassembler ensemble, se rencontrer, se parler, réaliser qu'on n'est pas seul, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que ce que le Parti québécois laisse croire. Et regardez, dans tous les sondages, on parle d'un appui autour de 47-48% à la charte. Mais écoutez, là, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui sont contre aussi. Et ça fait du bien de se rencontrer, de se tenir ensemble pour réaliser que le Québec, c'est pas le Québec qu'on voit dans le Journal de Montréal. Sur l'école et la pédagogie, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi qui
il y a beaucoup de commissions scolaires puis de gens qui sont contre, là, puis qui ne veulent pas que ce soit, qui trouvent que c'est contradictoire que Pauline Marois a fait adopter un nouveau programme depuis la réforme, dans lequel il y a éducation à la citoyenneté et histoire, dans lequel il y a éthique et culture religieuse. Dans éthique et culture religieuse, tu es supposé d'être en dialogue avec l'autre pour construire ton identité, ton rapport à l'autre, etc. Et culture religieuse pour connaître mieux les éléments de culture des religions, etc. Et là, elle a endossé ça, elle a fait adopter un programme axé là-dessus. Puis aujourd'hui, on voit, la charte est complètement contraire au programme de l'école québécoise. Parce que dans une école inclusive, comme dans une société inclusive, les différences doivent être non pas laissées à la porte, mais être incluses pour être capable d'en débattre, d'en faire des moments pédagogiques. C'est quoi un kirpan? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Ça démystifie ce que c'est. Parce qu'on est capable d'en parler, telle fête, tel machin, tel truc, ah oui, ok, toi tu fais ça. C'est un lieu, c'est un espace de pédagogie pour apprendre mutuellement les différences, etc. Donc c'est l'inverse de laisser son hijab à la porte de l'école. Et là, c'est un peu contradictoire de dire aux élèves, ok, ben les missions de l'école sont laïques. C'est-à-dire l'égalité homme-femme, les valeurs universelles, c'est ce que l'école doit promouvoir. Mais les individus à l'intérieur de l'école peuvent avoir une liberté de conscience religieuse. Il y a une différence entre l'institution et les individus. Mais là, c'est aussi contradictoire de dire aux élèves, d'accord, vous pouvez venir avec votre hijab, mais pas la madame qui donne le cours en avant, tu sais. Donc, la madame, elle ne peut pas dire qu'elle est musulmane, mais même si les enfants peuvent le savoir à un moment ou à un autre, parce que ils vont te dire, puis toi, en avant, toi, tu crois-tu à Allah ou tu crois à Jéhovah ou tu sais, à qui tu crois? Bon, ça se peut que la prof est obligée de parler ouvertement de certaines pratiques, etc., sans nécessairement faire la promotion d'une religion. C'est pas un preacher qu'on a en avant, là, bon. Donc, il y a une différence entre les actes, mais les personnes... Donc, il y a comme toutes sortes de contradictions comme ça. On n'a pas souligné aussi, mais ça a été ramené souvent dans le débat par les écoles juives et les hôpitaux juifs. Et il y a une longue tradition d'écoles... Je veux dire, on a construit un système avec des écoles ethno-spécifiques, on les appelle comme ça, à cause de la discrimination du passé. Quand les écoles juives sont nées, c'est parce qu'ils étaient discriminés dans le système scolaire catholiques et protestants. Les parents juifs n'avaient pas les mêmes droits, ils ne pouvaient pas voter comme les autres parents protestants dans le réseau protestant. Donc, à un moment donné, à force de discrimination, ils ont revendiqué des écoles juives. Les années 40, les années 50. On est là, revenir là-dessus puis dire, ben, vous ne pourrez pas porter votre kippa dans une école juive parce que l'école juive est aussi soumise au programme de l'État québécois, est aussi soumise aux subventions de l'État. Et là, on est dans une espèce de confusion totale avec cette charte-là. C'est assez étrange. Oui. Ben, pour moi, c'est le deuxième événement comme ça du genre. Rémi aussi était là, après la première, puis je dois dire qu'à chaque fois, c'est assez exceptionnel. Il y en aura d'autres, des événements comme ça. Comme on disait, on compte promener le film un petit peu partout au Québec. Là, semble-t-il qu'il y a une date qui se rajoute à Gatineau. Donc, tant mieux. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est essayer de diffuser le film encore une fois, chartedesdistractions.com. On est des médias indépendants, puis, ben, comme je disais au tout départ, on n'a pas de distributeur, c'est vous, les distributeurs. Donc, quelqu'un voudrait dire quelque chose pour finir? On va accepter de collaborer avec un gros monstre. Un gâteau. Le monstre au début, là, c'est ça. En gros. Bonne soirée tout le monde, merci. Il y a des affiches, si vous en voulez.
Alors ça, c'est conclu la web télévision pour ce soir. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour cette projection et débat de la Charte des distractions en direct du Café Atomique sur l'avenue Ontario à Montréal. N'oubliez pas de suivre mon compte Twitter et Facebook, ainsi que le compte Twitter et Facebook du Club 99 Média. Pour rester au courant de l'actualité quotidienne et découvrir le moment de la prochaine diffusion. Merci encore à tous et passez une excellente soirée et une très bonne nuit.